Ta sœur tombe malade chaque fois qu'elle voit ton visage, a dit maman, fais tes affaires. Ce soir. J'ai pris un sac et je suis parti sans un mot. Pendant 7 jours, pas un seul appel. Puis papa. Puis maman. Puis ma sœur. J'ai laissé sonner. Le pen de la serrure s'engageant dans le cadre de la porte sonnait exactement comme 180 000 $ s'évaporant dans l'air hivernal. Je me tenais sur l'allée gelée en béton du comté de Johnson, au Kansas, le vent transperçant mes vêtements de travail, un seul sac de sport posé à mes pieds. Il contenait 3 jours d'uniforme, une brosse à dents et un chargeur de téléphone, 31 ans de loyauté de fille emballée dans un sac de la taille d'un bagage cabine. À travers la fenêtre du salon, j'ai regardé ma mère tirer les stores, à peine 10 minutes plus tôt. Elle se tenait en haut des escaliers du sous-sol, me regardant. Ta sœur tombe malade chaque fois qu'elle voit ton visage, m'avait-elle dit, fais tes affaires, ce soir. Ma sœur Harper a 28 ans, elle portait un pyjama de soie coûteux et s'appuyait lourdement contre l'îlot de cuisine, serrant une tasse de tisane. Harper passait ses journées à créer une persona d'influenceuse lifestyle entièrement financée par les parents qu'elle refusait de quitter. Dernièrement, sa nouvelle esthétique était une affection auto-immune chronique non diagnostiquée et induite par le stress. Le remède, selon Harper, était un espace de désintoxication holistique. Le déclencheur, selon Harper, c'était moi. Mes parents Richard et Diane crurent chaque mot de la performance. Je venais de terminer un quart de 14 heures à gérer des ventilateurs pour des prématurés à l'usin. Mes pieds me faisaient mal et mes yeux brûlaient. Tout ce que je voulais, c'était descendre au sous-sol que j'avais payé pour rénover, mais Richard bloqua le couloir. Il croisa les bras sur sa poitrine, il ne me regarda pas dans les yeux, il regarda le plancher quand il parla. Nous ne pouvons plus faire ça, Naomi. Il garda sa voix basse pour ne pas effrayer Harper. Ta présence dans cette maison cause à Harper une douleur physique. Ces crises surviennent chaque fois que tu montes, nous avons besoin que tu partes. Je regardais au-delà de lui vers Diane. Ma mère frottait le dos de Harper, lui offrant de doux chuchotements de réconfort. Je paie le prêt immobilier, papa. Les mots avaient un goût de cendre dans ma bouche. Je paie sa location de voiture. Diane releva la tête brusquement, ses yeux étaient durs et défensifs. Ne nous brandis pas l'argent alors que la santé de ta sœur est défaillante. L'argent ne fait pas tout, Naomi. Et un peu de compassion, un souvenir me traversa l'esprit, vif et perçant. Il y a 3 ans, la banque avait envoyé un avis de saisie. Richard m'avait tendu un rouleau de peinture pour les murs nus du sous-sol, il m'avait serré l'épaule et m'avait promis que c'était ma maison pour toujours. Nous sommes ensemble là-dedans, ma petite, il avait dit. Il avait souri et pris mon premier chèque de loyer pour sauver sa maison. Maintenant il se tenait devant moi, me traitant comme une intruse. Harper laissa échapper un léger gémissement travaillé et s'appuya plus fort contre Diane. Il s'attendait à ce que je pleure. Il s'attendait à ce que j'argumente ou que je négocie ou que j'écrive un autre chèque pour prouver ma loyauté et racheter leur bonne grâce. Le silence s'étira, le réfrigérateur ronronnait en arrière-plan, je regardais Richard, je regardais Diane. Je regardais Harper qui cachait un petit sourire satisfait derrière sa tasse de thé. Je descendis les escaliers vers le sous-sol, je pris le sac de sport, je n'emballais pas la télévision que j'avais achetée, je n'emballais pas les meubles que j'avais construits. Je pris mes vêtements de travail et remontai, je détachai ma clé de maison de mon porte-clés, le métal était froid contre ma paume, je la posai délicatement sur le comptoir en granit, juste à côté du thé de Harper, je sortis par la porte d'entrée et entrai dans la neige du Kansas. Le pen claqua derrière moi, je ne le savais pas encore, mais il venait de me donner le plus grand cadeau de ma vie. Je mis le sac dans ma voiture et démarrai le moteur, le chauffage souffla de l'air chaud sur mes mains gelées, je quittai le lotissement sans regarder dans le rétroviseur. Je conduisis vers le sud sur l'interstate 35 jusqu'à ce que le chauffage de ma voiture décongèle enfin mes phalanges raides. L'horloge du tableau de bord brillait d'un vert néon, affichant 2 heures du matin, je me garai sur le parking d'un motel économique près d'Olathe. L'éclairage extérieur bourdonnait d'un fort grésillement électrique, projetant de longues ombres jaunes sur l'asphalte fissuré. Je payai en espèces de nuit à la réception, le réceptionniste de nuit leva à peine les yeux de son magazine. Il ne me demanda pas pourquoi une femme en tenue de pédiatrie s'enregistrait à cette heure avec un seul sac de sport en toile. À l'intérieur de la chambre, l'air sentait le chlore rassis et la vieille fumée de cigarettes cachée au fond des fibres du tapis. Je verrouillai la porte et glissai la chaîne métallique, je laissai tomber mon sac sur le matelas fin et à motif. L'adrénaline qui m'avait porté hors de la maison de mes parents et le long de l'autoroute commença à s'épuiser, elle laissa derrière elle une lourde douleur sourde dans mes os. Mes pieds battaient d'avoir été debout sur le carrelage de l'hôpital pendant 14 heures d'affilée, chaque muscle de mon dos était tendu comme une corde de piano, mais je ne pouvais pas dormir, pas encore, j'avais du travail administratif à faire. Je m'assis au bureau en plaquage rayé dans le coin et sortis mon ordinateur portable de mon sac,
l'écran illumina la pièce sombre d'une lueur bleue froide tandis que le système d'exploitation démarrait, je fixais mon propre reflet dans l'écran en verre, j'avais l'air épuisé. J'avais exactement l'air d'une femme qui avait passé 6 ans à financer les délires de quelqu'un d'autre. J'ouvris mon navigateur et me dirigeai vers le portail de ma caisse de crédit, pendant que mes doigts tapaient le mot de passe. Mon esprit revint au sous-sol que je venais de laisser derrière moi. Richard et Diane avaient toujours présenté mon arrangement de vie comme une faveur généreuse envers moi. Ils disaient à leurs amis du country club qu'ils aidaient leur fille célibataire et travailleuse à économiser de l'argent pour sa propre maison. C'était le récit public, la réalité privée était méticuleusement documentée dans mon historique de transactions, il y a 3 ans. Richard m'avait fait asseoir à la table de la cuisine, son visage était pâle et ses mains tremblaient autour de sa tasse de café, son entreprise de fourniture régionale avait subi un coup dur et ils avaient 3 mois de retard sur leurs paiements hypothécaires. Il me regarda les larmes aux yeux et dit que la banque allait prendre la maison. Je gagnais très bien ma vie en tant qu'infirmière praticienne en chef à l'unité de soins intensifs néonatales, j'avais un compte d'épargne bien garni grâce à des années d'heures supplémentaires et de vie frugale. Je lui écrivis un chèque ce soir-là même pour couvrir les arriérés. Je déménageai au sous-sol la semaine suivante pour prendre en charge les paiements mensuels, c'était censé être un arrangement temporaire, donne-nous 6 mois pour nous remettre sur pied, ma petite, avait-il dit. Mais 6 mois menèrent à 1 an mena à 3, chaque fois que j'évoquais l'idée de signer mon propre bail ailleurs, Diane fabriquait une nouvelle crise, le toit avait soudainement besoin d'être remplacé, les impôts fonciers avaient augmenté de manière inattendue. Harper souffrait du syndrome de fatigue chronique et ne pouvait absolument pas garder un emploi pour contribuer. La crise financière ne s'arrêtait jamais, ni mes paiements, je devins lentement le mur porteur des finances de la famille Moore, le tableau de bord bancaire se chargea sur mon écran. Mon solde courant se trouvait en haut à droite, sain et intact par le drame de la journée, en dessous se trouvait la section intitulée Virements programmés, je cliquai sur l'onglet, une liste chronologique nette de mes saignements financiers apparut à l'écran, aujourd'hui était le 24 du mois. Le premier du mois était dans exactement 7 jours avant que la machinerie de leur vie de banlieue confortable n'exige son carburant, je fis défiler la liste à l'aide du pavé tactile, virement 1, $2800, acheminé à Chase Manhattan, le prêt immobilier. Le toit littéral au-dessus de la tête de l'homme qui venait de me jeter dans la neige hivernale, virement 2, $940 à Blue Cross, la police d'assurance maladie familiale premium qui maintenait Harper dans d'interminables consultations holistiques et cliniques de bien-être hors réseau. Puis j'atteignis le 3e virement, $650 acheminé à Land Rover Financial, je fixai cette ligne spécifique et ma mâchoire se serra, le printemps dernier. Harper avait décidé que son système immunitaire était bien trop fragile pour supporter les transports en commun ou les covoiturages standards. Elle insistait sur le fait qu'elle avait besoin d'un véhicule fiable et impeccable pour se rendre à ses rendez-vous médicaux sans risquer d'être exposée aux toxines environnementales. Richard co-signa le bail d'un tout nouveau Range Rover blanc. Il signa les papiers de la concession mais il me tendit les formulaires d'acheminement, il me dit que c'était mon devoir, en tant que professionnel de la santé, de veiller à ce que ma sœur ait un transport sûr. Je conduisais une Honda Civic de 10 ans avec un pare-brise fissuré et une bosse sur le pare-chocs arrière, je payais le loyer du Range Rover blanc, je plaçais le curseur de la souris sur le bouton d'annuler à côté du paiement de la voiture, pendant que je fixais l'écran. Un souvenir soudain refit surface, il y a 2 semaines, je traversais la cuisine pour prendre un verre d'eau avant mon quart, Richard se tenait près de la poubelle, triant une lourde pile de courrier, il avait l'air furieux, il marmonnait sous son souffle des tactiques de marketing prédatrices. Il brandit 3 épaisses enveloppes d'une banque de prêt nationale, il les appela un publipostage de refinancement hypothécaire et les jeta à la poubelle sans les ouvrir, il se plaignait que les prêteurs agissaient comme des vautours ces jours-ci, je n'y avais pas beaucoup réfléchi à l'époque. Mon esprit était concentré sur les bébés prématurés fragiles qui m'attendaient à l'hôpital, mais en regardant mon écran numérique maintenant, les pièces commencèrent à s'aligner d'une manière étrange et inconfortable. Les banques n'envoient pas d'enveloppes certifiées épaisses pour de simples publipostages, les banques envoient d'épaisses enveloppes formelles lorsqu'une propriété est en défaut ou lorsqu'une ligne de crédit est signalée. Mais comment pouvait-il être en défaut alors que je payais leur prêt hypothécaire principal le premier de chaque mois sans faute, autre chose drainait la valeur nette de leur maison, quelque chose de caché au fond des papiers, je rangeai ce détail dans mon esprit. Je remis ma main sur le pavé tactile, pendant une fraction de seconde, la vieille culpabilité ancrée éclata dans ma poitrine, le conditionnement d'une fille obéissante me murmura que je faisais une terrible erreur, ce sont ta famille, dit la voix, ils perdront tout, je fermai les yeux. J'imaginais Richard bloquant le couloir, j'imaginais Diane frottant le dos de Harper, j'imaginais Le Pen se refermant derrière moi, la culpabilité s'évapora comme de l'eau sur une cuisinière chaude, je cliquai sur le bouton à côté du Range Rover blanc.
Une boîte de confirmation apparut me demandant si j'étais sûr de vouloir annuler ce paiement récurrent programmé. Je cliquais sur oui, la ligne disparut de l'écran, je déplaçais le curseur vers le haut vers la prime d'assurance maladie, annuler, oui, la liste raccourcie, finalement. Je déplaçais le curseur vers le haut de la page, 2800 $, le prêt immobilier, la fondation de toutes leurs fausses réalités, je cliquais sur annuler, je cliquais sur oui, la page des virements programmés était totalement vide, 0 transaction en attente, je laissais échapper un long soupir lent. Ma poitrine se sentait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis 3 ans, pour la première fois depuis mes 20 ans, mon revenu m'appartenait entièrement, je fermai l'ordinateur portable, l'écran devint noir, plongeant la chambre du motel dans l'obscurité, je ne versai pas une seule larme. J'ôtai mes vêtements de travail et me glissai sous la couverture fine et rêche, la guillotine financière avait été montée tout en haut de l'échafaud, la lame était verrouillée en place, tout ce que j'avais à faire maintenant, c'était d'attendre que le calendrier tourne, 7 jours. 168 heures de silence jusqu'à ce que le premier du mois arrive et que le plancher s'effondre sous eux. Le premier jour de ma nouvelle vie eut un goût de café brûlé et de polystyrène bon marché, je m'assis sur le bord du lit du motel, buvant dans un gobelet en papier et fixant mon téléphone. L'écran restait complètement noir, pas d'appel manqué, pas de SMS me demandant où j'étais, pas de message me demandant si j'étais en sécurité. Richard et Diane appliquaient le traitement silencieux, c'était leur tactique disciplinaire préférée. Ils croyaient que retenir leur affection était la punition ultime, conçue pour briser mon esprit et me forcer à ramper avec des excuses et un chéquier. Je les laissais avoir leur silence, j'avais besoin du calme pour me reconstruire, je conduisis en ville ce même matin. Le skyline de Kansas City avait l'air différent aujourd'hui, il ressemblait à une opportunité au lieu d'une voie d'évasion. À midi, j'étais assise en face d'un bureau en verre face à un agent de location dans un immeuble de luxe en hauteur, l'appartement était au 14e étage. Il présentait des fenêtres du sol au plafond, des appareils électroménagers en acier inoxydable et, surtout, un accès restreint par badge au hall et aux ascenseurs. Je versais 2 mois de loyer et un dépôt de garantie. Utilisant les fonds exacts qui étaient censés payer le prêt immobilier de Richard, l'agent de location me tendit un jeu de clés, il n'y avait pas de peine à verrouiller derrière moi. Pendant les 6 jours suivants, je me plongeais dans mon travail à l'hôpital. L'unité de soins intensifs néonatal exige une concentration absolue, on ne peut pas se permettre d'être distrait quand on surveille la saturation en oxygène d'un nourrisson qui pèse moins d'1 kilo. Mes collègues remarquèrent que je restais tard. Prenaient des quarts supplémentaires et évitaient la salle de pause, ils ne posèrent pas de questions. Dans le domaine médical, l'épuisement est normal, mais tout le monde reconnaît la posture rigide spécifique de quelqu'un qui fuit ses propres pensées. Chaque soir, je retournais à mon nouvel appartement, je déballais mon seul sac de sport, j'achetais un matelas minimaliste et une cafetière, je n'achetais pas de télévision, je voulais entendre le calme, mais le silence de ma famille n'était pas passif, c'était une arme psychologique calculée. Et grâce aux médias sociaux, j'avais une place au premier rang de leur stratégie offensive. Au 3e jour du blackout, ma collègue Sarah me tapota l'épaule pendant le changement de quart. Tu devrais peut-être voir ça, chuchota-t-elle. Faisant glisser son téléphone sur le comptoir des infirmières, c'était le compte TikTok de Harper, elle avait posté une nouvelle vidéo sur une musique acoustique tendance. Harper était assise en tailleur sur le tapis blanc moelleux du salon, le salon que j'avais payé pour chauffer. Elle portait un pull de créateur surdimensionné et tenait un bol chantant en cristal. Parfois, détoxifier votre espace est le seul moyen de guérir votre corps physique, murmura Harper à la caméra, sa voix semblait essoufflée et artificiellement fragile. Supprimer l'énergie toxique de ma maison a déjà réduit mes crises, choisissez votre paix plutôt que l'obligation. La légende disait de poser des limites, c'est prendre soin de soi. Un rire froid et amer me monta à la gorge, je rendis le téléphone à Sarah. L'ironie dramatique était si épaisse qu'elle étouffait pratiquement la pièce. Harper exécutait sa routine de bien-être dans une maison reposant sur une trappe, elle se vantait d'avoir expulsé la seule personne qui maintenait les lumières allumées. Richard et Diane l'encourageaient probablement. Louant sa bravoure alors qu'ils étaient assis sur un canapé financé par mes virements bancaires annulés, ils étaient tellement aveuglés par leurs propres sentiments de droit qu'ils ne voyaient pas le précipice approcher. Si vous avez déjà coupé les ponts, vous savez exactement ce que je veux dire. Le silence est toujours la partie la plus bruyante, vous attendez toujours les excuses que vous méritez, vous continuez d'espérer qu'ils réaliseront votre valeur et vous contacteront avec de véritables remords, mais vous connaissez aussi la vérité. Le silence se termine toujours à la seconde exacte où ils ont besoin de votre portefeuille. Les jours 4 et 5 passèrent dans un flou de revues de dossiers et de vérification d'incubateurs. Je dormis profondément pour la première fois depuis des années. Le nœud persistant d'anxiété entre mes omoplates commença à se dénouer, je ne vérifiais plus les médias sociaux de Harper, je ne regardais plus l'application de partage de localisation de mes parents,
j'existais dans un vide clinique immaculé, puis vint le matin du jour 7, le premier du mois. Je me réveillai tôt au son de la pluie fouettant les fenêtres du sol au plafond de mon appartement, la ville avait l'air grise et délavée, je me préparai une tasse de café noir et m'assis sur le bord de mon nouveau matelas, je tins la tasse chaude entre mes paumes. Laissant la chaleur s'infiltrer dans ma peau, à exactement 8h15, mon téléphone vibra sur la table de chevet, je ne bougeais pas, je regardais simplement l'écran illuminer la pièce sombre, l'identification de l'appelant affichait Richard. Le téléphone vibra sans relâche pendant une minute entière avant de se taire, puis une notification apparut, un nouveau message vocal, 10 secondes plus tard, le téléphone vibra à nouveau, cette fois, c'était Diane, je pris une lente gorgée de mon café, le liquide amer avait un goût de victoire. Le téléphone sonna jusqu'à ce qu'il atteigne de nouveau la messagerie vocale, puis il s'illumina une troisième fois, Harper, au cours des 10 minutes suivantes, l'appareil dansa pratiquement sur la table de chevet, 12 appels manqués, 4 messages vocaux, 8 SMS. Le traitement silencieux s'était spectaculairement brisé, le calendrier avait finalement tourné et les systèmes bancaires automatisés d'Amérique avaient fait leur travail, le premier du mois était arrivé et les fondations financières avaient été violemment arrachées. Je posai ma tasse et décrochai enfin le téléphone, je n'avais pas l'intention de répondre, mais j'avais besoin d'évaluer les dégâts, j'ouvris mon application de messagerie vocale et appuyai sur le premier message de Richard, Naomi, décroche le téléphone tout de suite. Sa voix aboyait à travers le petit haut-parleur, il n'avait pas l'air désolé, il avait l'air furieux et légèrement essoufflé, la banque vient de m'appeler pour le prêt immobilier, ils ont dit que le prélèvement automatique avait échoué faute de fonds suffisants, arrange ça immédiatement. Tu sais que Harper ne peut pas gérer ce genre de stress, appelle ta mère, je supprimai le message, j'appuyai sur le deuxième message vocal, c'était Diane, Naomi, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Sanglotait-elle, sa voix était aiguë et tendue, la retraite de yoga de Harper a débité notre compte joint et elle a été refusée, elle fait une crise de panique sur le sol de la salle de bain, tu mets en danger la santé de ta sœur parce que tu fais une crise de colère enfantine. Vire l'argent maintenant, je supprimai le message, les SMS suivirent, Harper avait envoyé une série rapide de demandes en majuscules, au accent grave et tu maman pleure-tu mi dois l'argent des ma retraite j'appellerai la police pour abus financier et si tu ne répares pas CCDIA. Je fixai le dernier SMS, abus financier, l'audace de l'accusation me stupéfia un instant, elle menaçait d'appeler les autorités parce que j'avais cessé de payer volontairement pour son style de vie luxueux, ils croyaient vraiment que j'étais légalement asservi à eux. Ils croyaient que mon argent était leur droit de naissance, le téléphone vibra de nouveau dans ma main, Richard appelait pour la 5e fois, je regardais son nom clignoter à l'écran. La première vague de satisfaction commença à se transformer en une froide et dure prise de conscience, ils n'allaient pas réfléchir à leurs actions, ils n'allaient pas réaliser qu'ils m'avaient poussé trop loin, ils allaient escalader, lorsqu'un parasite réalise que l'hôte a rompu la connexion. Il ne part pas tranquillement, il attaque, je composai un seul SMS et l'envoyai à un groupe de discussion les contenant tous les trois, je ne suis pas légalement obligé de financer votre style de vie, ne me contactez plus. J'appuyai sur renvoyer et activai immédiatement la fonction bloquer le contact pour les 3 numéros, le silence numérique soudain semblait lourd et dangereux, je connaissais assez bien Harper pour comprendre sa psychologie, elle ne pouvait plus me tyranniser en privé, ma limite était absolue. Cela signifiait qu'elle serait forcée de pivoter, si elle ne pouvait pas atteindre mon compte bancaire, elle essaierait de détruire la seule chose que je valorisais plus que mon argent, elle ciblerait ma réputation, la guerre était sur le point de devenir publique. Le mur numérique que j'avais construit aurait dû apporter une paix immédiate, les smartphones modernes possèdent une fonction qui achemine les numéros bloqués directement vers un dossier de messagerie vocale caché, agissant comme une zone de quarantaine pour le bruit indésirable. Je m'assis dans la salle de pause de l'unité de soins intensifs néonatale, fixant mon écran, l'odeur de lingettes désinfectantes et de café rassis flottait dans l'air, au-delà de la porte fermée, des moniteurs bipaient à des rythmes réguliers. Suivant les battements de cœur d'enfants fragiles luttant pour leur prochaine respiration, à l'intérieur de la salle de pause, j'écoutais un autre type de combat, j'appuyais sur le dossier de quarantaine et regardais la liste des fichiers audio se remplir. La bombe financière avait explosé en banlieue et les ondes de choc voyageaient directement vers mon appareil, Richard laissa le premier message à 9h du matin, il se tenait probablement au comptoir de la cuisine, s'attendant à une erreur bancaire de routine. Sa voix portait la même autorité condescendante qu'il utilisait pour instruire les adolescents employés de commerce, Naomi, appelle la caisse de crédit, il instruisit, le virement hypothécaire n'a pas été compensé, arrange ça avant que je ne reçoive des frais de retard. Ne me fais pas le répéter 2 fois, il croyait avoir toujours le contrôle, Richard avait coulé une entreprise de fourniture régionale il y a 5 ans, non pas à cause d'une mauvaise économie, mais à cause de son propre refus de s'adapter, il ignorait les tendances du marché.
aliénait ses fournisseurs et blâmait tout le monde quand les revenus se tarissaient, il portait exactement la même arrogance dans sa vie personnelle, il supposait que l'univers et sa plus jeune fille lui devaient une retraite confortable, le deuxième message vocal arriva 2 heures plus tard. Le ton passa de l'agacement à une panique véritable, Richard avait appelé la banque, l'employé de banque l'informa que le prélèvement automatique n'était pas un bug, le titulaire du compte avait explicitement révoqué l'autorisation. Naomi, qu'as-tu fait? Sa voix se brisa légèrement, l'employé a dit que tu avais annulé le paiement récurrent, nous n'avons pas les fonds pour couvrir ce mois-ci, ce n'est pas un jeu, rappelle-moi dès que tu recevras ça. Il ressemblait à un homme qui venait de monter un escalier dans l'obscurité. Pour découvrir que la marche suivante manquait, les fondations avaient disparu, je sentis mon pouce stabiliser contre mon poignet, je ne ressentis pas de pitié, je ressentis de la clarté, puis vint le 3e message, celui-ci venait de Diane, en arrière-plan de l'enregistrement. J'entendais Harper prendre des respirations courtes et exagérées, c'était une performance que je connaissais intimement, Harper utilisait la maladie comme un politicien utilise un scandale, c'était un outil pour détourner l'attention, quand j'avais obtenu mon diplôme avec mention. Harper avait développé de mystérieuses migraines qui avaient empêché mes parents d'assister à la cérémonie, quand j'avais réussi mes examens d'infirmière, Harper avait subi une réaction allergique grave non diagnostiquée qui avait obligé Diane à la servir pendant 1 semaine. Ces symptômes se manifestaient toujours lorsque les projecteurs s'éloignaient d'elle, le centre de retraite a annulé sa réservation parce que la carte a été refusée, continua Diane, sa voix montant en flèche, tu sais qu'elle a besoin de ce voyage à Sedona pour son système nerveux. Elle attendait cette détox holistique depuis des mois, tu mets ta sœur en danger médical, s'il te plaît, arrête ce comportement enfantin et réactive les virements, nous pourrons parler de ce qui te dérange après que tu aies résolu le problème bancaire, je mis fin à la lecture. Diane ne demanda pas où j'avais dormi la nuit dernière, elle ne demanda pas si j'avais assez à manger ou si j'étais en sécurité par ce temps glacial, elle se souciait seulement que le distributeur automatique soit à sec et que l'enfant prodige soit incommodé. Le contraste entre ma réalité et leur illusion était stupéfiant, je passais mes journées à calculer des dosages exacts de médicaments vitaux pour des bébés prématurés, Diane passait ses journées à soutenir une femme adulte qui faisait des caprices pour des retraites de yoga annulées. Je posais le téléphone face contre terre sur la table de la salle de pause, je fermais les yeux et laissais le silence m'envahir, l'hôpital bourdonnait autour de moi, une symphonie de compétences et de soins, j'étais à ma place ici, je n'étais pas à ma place dans ce sous-sol, 10 minutes plus tard. L'écran s'illumina, un SMS arriva d'un numéro inconnu, puisque j'avais bloqué son contact principal, Harper avait téléchargé une application de téléphone jetable pour contourner ma limite numérique, le SMS était un bloc de mots venimeux, ininterrompu par la logique ou la grâce, tu es un monstre. Le message disait, je tremble en ce moment tu as volé l'argent des ma guérison j'appellerai les autorités ETTE dénoncerai pour abus financier tu dois voyage réactive l'argent ou je te jure que tu le regretteras, abus financier. L'audace de l'accusation arracha un rire sec de ma poitrine. Elle conduisait un véhicule de luxe financé par mes nuits de travail exténuantes, elle consommait des repas biologiques coûteux achetés avec mes heures supplémentaires, maintenant elle menaçait d'impliquer les forces de l'ordre parce que le voyage gratuit était terminé. Elle croyait sincèrement que mes revenus étaient son droit de naissance, les tyrans supposent toujours que leurs cibles partagent leur niveau exact de peur, ils comptent sur l'intimidation parce qu'ils n'ont aucun véritable levier, je pris l'appareil, je ne tapais pas un paragraphe émotionnel. Je ne dressais pas la liste des sacrifices que j'avais faits ou des heures que j'avais travaillé pour la loger, les explications sont un privilège réservé aux personnes qui vous respectent, à la place, je me basais sur une précision clinique factuelle. Je tapais 2 phrases, je ne suis pas légalement obligé de financer votre style de vie, ne me contactez plus, j'appuyais sur renvoyer, j'appuyais sur l'icône à côté du numéro inconnu et bloquais définitivement le compte jetable. Je glissais le téléphone dans la poche de mes vêtements de travail et me levais, la salle de pause semblait différente, l'air semblait plus léger, je jetais ma tasse de café vide dans la poubelle de recyclage et retournai au service néonatal. La limite clinique froide que j'avais établie envoya la famille Moore dans une chute inévitable, pour la première fois de leur vie, ils faisaient face à un problème qu'ils ne pouvaient pas manipuler, réprimander ou faire disparaître par la culpabilisation. Les voies de communication privée étaient scellées, Harper ne pouvait plus me tyranniser à huis clos, elle ne pouvait plus extorquer ma sympathie parce que ma sympathie n'existait plus, mais un parasite ne se détache pas simplement et ne se flétrit pas lorsque l'autre coupe le cordon. Il subit une poussée d'extinction, il s'agite, il cherche une nouvelle source d'énergie, je connaissais assez bien Harper pour comprendre son prochain mouvement, si elle ne pouvait pas me contrôler en privé, elle tenterait de me détruire en public. Elle avait besoin d'un public pour valider sa victimisation, la guerre était sur le point de devenir publique, mon quart se termina à 19h,
Je pris mon manteau et me dirigeai vers les ascenseurs du personnel. Les couloirs de l'hôpital étaient calmes alors que l'équipe de nuit prenait ses fonctions. Juste avant que les portes de l'ascenseur ne s'ouvrent, une collègue du service d'oncologie pédiatrique m'approcha, elle tenait son smartphone à la main, son expression était un mélange d'inquiétude et de curiosité mal à l'aise, elle ne dit pas bonjour. Elle me regarda simplement et me demanda si j'avais vu Internet aujourd'hui. La guerre silencieuse avait officiellement franchi le périmètre, le service d'oncologie pédiatrique fonctionne sur une fréquence distincte. C'est un endroit où l'espoir et la dévastation mènent une négociation tendue permanente. Marcher dans ce couloir exige une sorte d'armure émotionnelle spécifique. J'ajustais ma propre armure, me préparant à consigner mes dernières notes de patiente. Lorsque ma collègue Lorraine m'intercepta près du poste de soins, Lorraine était une vétéran de l'hôpital avec 10 ans d'expérience, une femme que rien ne déconcertait rarement sa contenance professionnelle. Ce soir-là, cependant, elle avait l'air nettement mal à l'aise. Elle tenait son smartphone contre sa poitrine comme un bouclier. « Naomi, commença-t-elle, sa voix baissant à un registre confidentiel, « Je dois te montrer quelque chose. » J'ai hésité à en parler, mais cela prend beaucoup d'ampleur en ligne. J'ai pensé que tu devrais savoir avant que quelqu'un d'autre ne le mentionne. Elle tourna l'écran vers moi, c'était un message Facebook, l'auteur était Harper, la balise de localisation était Johnson County, la première chose que je remarquai fut la photo. C'était un chef-d'œuvre de manipulation numérique, Harper avait pris un selfie en plongée, s'assurant que ses yeux paraissaient grands et excessivement larmoyants, elle ne portait pas de maquillage et ses cheveux étaient coiffés pour paraître ébouriffés et angoissés. Elle avait exactement l'air d'une victime, la légende sous la photo était un essai scrolling de plusieurs paragraphes, je commençais à lire, Harper n'avait pas simplement tordu la vérité, elle l'avait complètement inversée, le récit qu'elle avait construit était une œuvre de pure fiction. Selon le message, j'avais subi une crise mentale soudaine et terrifiante, Harper affirmait que mes heures épuisantes à l'hôpital avaient finalement fracturé ma santé mentale, elle écrivait que j'avais abandonné la famille au milieu de la nuit. Emportant des milliers de dollars destinés à ses traitements médicaux vitaux, elle se décrivait comme terrifiée et le cœur brisé, pleurant la sœur qu'elle avait autrefois connue, elle avait même réussi à glisser une subtile demande de prière et de soutien communautaire. Affirmant que la contrainte financière de mon vol poussait nos parents vieillissants au bord de l'effondrement, cela a été une semaine de cauchemar, le dernier paragraphe disait. Veuillez prier pour que Naomi trouve l'aide dont elle a désespérément besoin et gardez notre famille dans vos pensées alors que nous essayons de survivre à ce traumatisme inattendu. Sous le message, la section des commentaires était un cœur de sympathie fabriqué. Richard et Diane avaient tous deux répondu, Diane écrivit un long commentaire validant chaque mensonge, m'appelant une âme perdue qui avait besoin d'une intervention psychiatrique professionnelle, Richard ajouta une réponse plus courte. Remerciant la communauté pour son soutien pendant cette période sombre, Lorraine regarda attentivement mon visage, essayant de jauger ma réaction, je suis tellement désolé, Naomi, chuchota-t-elle, les gens de la communauté hospitalière commencent à la partager. Certains membres plus âgés du personnel demandent si tu vas bien, je ne sciais pas, je ne haletais pas, je lus le message une deuxième fois, disséquant la structure des phrases et les crochets émotionnels que Harper avait déployés, c'était une campagne de diffamation classique. Lorsqu'un agresseur perd l'accès à sa cible, il tente immédiatement de contrôler la façon dont les autres perçoivent cette cible, c'est une manœuvre défensive conçue pour isoler la victime et la forcer à se conformer par la simple pression sociale, merci de m'avoir montré ça, Lorraine, dis-je. Ma voix parfaitement calme, c'est complètement fabriqué, s'il te plaît, ne t'inquiète pas pour mon état mental, Lorraine hocha la tête, l'air légèrement soulagé, veux-tu que je signale le message ? Demanda-t-elle, non, répondis-je, laisse-le en ligne, je sortis mon propre téléphone, j'ouvris l'application de médias sociaux et trouvai le message, je ne laissai pas de commentaires en colère, je ne frappai pas le clavier en tentant de défendre mon honneur. Je pris méthodiquement une capture d'écran du message original, je pris des captures d'écran de Diane et Richard validant les mensonges, je capturai les horodatages et les URL, je créai un nouveau dossier sur mon appareil et le nommai épreuve. Je sauvegardai chaque artefact numérique dans ce dossier, si vous vous retrouvez la cible d'une campagne de diffamation publique, vous ressentez généralement une envie irrésistible de réagir, vous voulez crier la vérité sur les toits. Vous voulez poster une réfutation furieuse armée de logique et de faits, vous voulez supplier les personnes qui répandent les mensonges de les retirer, l'option A est de supplier, l'option B est de riposter publiquement, l'option C est de les laisser creuser leur propre tombe. J'ai choisi l'option C, j'ai choisi le silence absolu et total, l'isolement social que Harper avait voulu commença à se matérialiser au cours des 48 heures suivantes, mon téléphone vibrait fréquemment, mais ce n'était plus Richard qui exigeait de l'argent pour le loyer, c'était la famille élargie. Tante, oncle et cousins qui ne m'avaient pas parlé depuis des mois, se sentant soudain obligés d'offrir leur jugement non sollicité,
Tante Carole envoya un message dégoulinant de condescendance. « Naomi, j'ai entendu ce qui s'est passé, la maladie mentale n'est pas une honte. Mais voler ta sœur malade est inacceptable, nous prions pour que tu obtiennes l'aide psychiatrique dont tu as besoin avant de ruiner ta carrière. » Cousin Marc, un homme qui vivait toujours dans le sous-sol de ses parents à 35 ans, envoya une seule phrase, « Rends l'argent à ta sœur, psychopathe. » Je lus chaque message, je ne répondis à aucun, je pris des captures d'écran et les déposai dans le dossier épreuve. Le silence numérique que je maintenais était un choix stratégique conscient. Dans une campagne de diffamation, l'agresseur est désespéré d'obtenir de l'engagement. Il veut que vous réagissiez de manière offensive, il veut que vous ayez l'air en colère et déséquilibré parce que votre colère valide leur récit. Votre silence, en revanche, les prive d'oxygène, il les force à intensifier leur comportement pour provoquer une réponse. Et lorsque les agresseurs intensifient, ils commettent des erreurs. Harper s'attendait à une guerre publique, elle s'attendait à ce que je riposte afin qu'elle puisse jouer la victime de cyberintimidation. Mon stoïcisme l'exaspérait, la pression sociale ne brisait pas ma détermination et... Plus important encore, elle n'ouvrait pas mon portefeuille, le premier du mois était passé, le prêt immobilier était toujours refusé, la location du Range Rover blanc était en défaut, les likes Facebook et les commentaires sympathiques des connaissances du country club ne paient pas les factures. À la fin de la semaine, le ton de la présence de Harper sur les médias sociaux changea, l'acte de victime fragile commença à s'estomper, révélant la panique désespérée sous-jacente. Elle posta des mises à jour vagues et agressives sur le karma et les membres de la famille toxique qui refusaient de prendre leurs responsabilités, elle cessa de demander des prières et commença à exiger justice. Je regardais tout cela se dérouler depuis le sanctuaire immaculé de mon appartement en centre-ville, je sirotais mon café et mettais à jour mes dossiers de patients pendant que ma famille se désagrégeait sur Internet. Je savais que Harper était à court d'options, la menace légale avait échoué. La campagne de diffamation sociale ne m'avait pas forcé à capituler, ses tentatives d'extorsion privée étaient bloquées, elle avait une dernière voie, si elle ne pouvait pas me joindre numériquement et qu'elle ne pouvait pas me faire honte publiquement, elle devrait me confronter physiquement. Elle avait besoin d'une scène où je ne pourrais pas simplement bloquer son numéro ou ignorer son message, elle avait besoin d'un environnement où elle croyait que ma réputation professionnelle me forcerait à capituler, je savais exactement où elle frapperait ensuite. Je passais mes journées entouré de médecins, d'infirmières et de patients, le Kansas City Medical Center était mon sanctuaire, mais c'était aussi un bâtiment très public et accessible, le périmètre était sur le point d'être franchi. Le skyline de Kansas City était obscurci par des nuages d'hiver bas lorsque j'entrais dans le hall de mon immeuble, le concierge m'arrêta avant que j'atteigne les ascenseurs, il tenait une enveloppe rigide en carton nécessitant une signature. L'affranchissement indiquait un courrier certifié provenant du comté de Johnson, je signai le pavé électronique d'une main ferme, mais un œuf froid se serra dans mon estomac, le silence des banlieues avait duré exactement 10 jours depuis mon départ, je portais l'enveloppe jusqu'au 14e étage. Je laissai tomber mes clés sur le comptoir en granit et pris un ouvre-lettre en acier inoxydable, le bord dentelé coupa le carton avec un son déchirant et net, je sortis 3 pages de papier épais. L'en-tête portait les balances de la justice et une police à empattement générique lisant Law Office of the Greater Midwest. La ligne d'objet était tapée en majuscule grâce à avis d'intention des litigés, je parcourus le premier paragraphe et mes poumons oublièrent comment respirer. Le document m'accusait formellement de rupture de contrat verbal et d'infliger intentionnellement une détresse émotionnelle, le texte affirmait que j'avais établi un précédent légalement contraignant en payant Richard et Diane $2 800 par mois pendant 36 mois consécutifs. Il déclarait que mon retrait soudain de fonds avait causé des dommages physiologiques documentés à ma sœur, le dernier paragraphe exigeait le rétablissement immédiat du prélèvement automatique dans les 48 heures où des poursuites civiles commenceraient pour saisir mes salaires professionnels. Une vague de terreur authentique m'envahit, je m'assis lourdement sur un tabouret de bar, ma formation médicale ne couvrait pas le litige civil, je savais réanimer un enfant défaillant mais je ne savais rien du droit de la propriété ou des obligations financières familiales. Le Kansas possédait-il des statuts obscurs de dépendance des aînés? Les parents pouvaient-ils légalement poursuivre leurs enfants adultes pour abandon financier? Je me souvenais de Richard pendant les derniers jours tumultueux de son entreprise de fourniture. Il utilisait la menace de litige pour intimider ses fournisseurs impayés à se soumettre. Il agitait des contrats impénétrables sous leur nez jusqu'à ce qu'ils reculent par pur épuisement financier. Il aimait utiliser le système juridique comme un instrument brutal. Avait-il trouvé un avocat suffisamment prédateur pour prendre cette affaire ridicule? La pensée de m'asseoir dans un tribunal à regarder mes économies drainées par les honoraires d'avocat me fit trembler les mains, je posai les papiers sur l'îlot et les fixai, le papier semblait lourd et officiel. La terminologie sonnait mortelle, je m'accordai exactement 5 minutes de peur, puis ma formation clinique s'activa. Quand un patient s'effondre, on ne panique pas, on évalue les signes vitaux et on appelle un spécialiste.
Je pris mon téléphone et composai le numéro d'un chirurgien pédiatrique avec qui je travaillais fréquemment à l'hôpital. Il appartenait à une catégorie qui conservait une représentation juridique très puissante sur Retenay. Je lui demandai une recommandation, 10 minutes plus tard. J'avais un rendez-vous pour le lendemain matin avec un associé principal d'un cabinet d'avocats de défense d'entreprise en centre-ville. Je ne dormis pas cette nuit-là, je buvais du café noir et revis la lettre menaçante jusqu'à ce que le jargon juridique se brouille. Le cabinet d'avocats occupait les 3 derniers étages d'une tour de verre surplombant la rivière Missouri. La salle d'attente sentait le cuir coûteux et la cire à plancher. Une assistante me conduisit dans un bureau d'angle. Marcus Vance était assis derrière un large bureau en acajou. Il portait un costume sur mesure et possédait les yeux vifs et calculateurs d'un homme qui démantelait des corporations pour gagner sa vie. Je lui tendis l'enveloppe certifiée. Je m'assis rigidement sur la chaise d'invité, prête à entendre combien une longue bataille juridique allait me coûter. Marcus ajusta ses lunettes et lut la première page. Il tourna la deuxième page, puis il s'arrêta. Il regarda l'entête, il regarda le bloc de signature. Il passa son pouce sur l'encre. La tension dans la pièce vola en éclats lorsque Marcus laissa échapper un rire court et distinct. Il jeta les documents sur son bureau et se pencha en arrière dans son fauteuil en cuir. « Vous pouvez respirer, Naomi, dit-il, me repoussant les papiers, vous n'êtes pas poursuivi. » Je le regardai avec confusion. « La lettre exige 3000 $ par mois, fis-je remarquer. » Marcus tapota le coin supérieur de la page avec son stylo. « Ceci n'est pas un vrai document juridique, c'est un modèle standard téléchargé sur un site web de formatage juridique en ligne. Regardez l'alignement du 3e paragraphe, les marges sont incohérentes. Le cabinet d'avocats mentionné dans l'entête n'existe pas dans l'État du Kansas ou du Missouri. La signature appartient à un individu qui n'est pas enregistré auprès du barreau de l'État. » Je fixai le papier. La réalisation me frappa avec la force d'un coup physique. Richard n'avait pas engagé un avocat prédateur. Harper avait rédigé ceci elle-même. Elle avait trouvé un modèle en ligne, rempli les blancs avec des phrases juridiques dramatiques et l'avait imprimé sur du papier cartonné épais pour imiter une correspondance officielle. C'était un bluff. C'était une tentative désespérée et pathétique de m'effrayer pour que je me conforme. Harper supposait que je serais trop intimidé par la menace d'un tribunal pour vérifier l'authenticité des papiers. Elle pensait que j'étais la même fille obéissante qui écrivait des chèques dès que Richard élevait la voix. Marcus croisa les doigts. « Cela constitue une fausse déclaration frauduleuse et une extorsion », expliqua-t-il. Ils usurpent l'identité de conseiller juridique pour contraindre à une conformité financière par le biais du service postal. Je peux envoyer une réponse qui garantira qu'ils ne tenteront plus jamais un tel coup. J'acquiesçai. « Faites-le, lui dis-je, rendez-la clinique, rendez-la définitive. » Marcus dicta une lettre à sa parajuriste. Là, dans le bureau, c'était un chef-d'œuvre de brutalité professionnelle. Elle fut imprimée sur du papier à en-tête authentique filigrané du cabinet. La réponse ne se contenta pas de refuser leur demande, elle décrivit une contre-poursuite complète. Marcus détailla les statuts criminels exacts que Harper avait violés en envoyant une menace juridique falsifiée. De plus, il aborda la campagne de diffamation Facebook. Il joignit les URL et les captures d'écran que j'avais fournies à partir de mon dossier de preuves numériques. Il déclara que si un autre message diffamatoire apparaissait en ligne ou si un membre de la famille Moore tentait de me contacter à nouveau, mon équipe juridique déposerait immédiatement une plainte civile pour diffamation, harcèlement et extorsion. Il réclama des dommages théoriques dépassant $1 demi-million. Juste pour être clair, nous avons envoyé la réponse par coursier le jour même à la maison du comté de Johnson. Je payai à Marcus ses honoraires de rétention et sortis de la tour de verre. L'air hivernal était vif et propre dans mes poumons, la fausse piste s'était dissoute en poussière, la menace artificielle s'était retournée de manière spectaculaire. En utilisant un faux avocat, Harper m'avait involontairement procuré un vrai. Je retournai à l'hôpital pour mon quart du soir. Me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des semaines, la limite légale était maintenant un mur de béton, mais en me frottant les mains à la station sanitaire, je considérais la psychologie de ma sœur. Les tyrans n'ont pas la capacité de se rendre avec grâce. Lorsque l'extorsion numérique échoue et que l'intimidation légale aboutit à une défaite écrasante, ils perdent la tête. Harper était piégé, le premier du mois était passé depuis longtemps, le prêt immobilier était en souffrance. Sa campagne sur les réseaux sociaux était maintenant une responsabilité légale qui pourrait coûter à ses parents tout ce qu'il leur restait. Les portes numériques étaient verrouillées et les portes légales étaient barricadées. Elle avait épuisé toutes ses armes à distance. Elle ne pouvait plus se cacher derrière des publications internet ou des lettres falsifiées. Cela signifiait qu'elle devrait abandonner la sécurité de la banlieue, elle devrait me traquer en personne. Je me séchai les mains et regardai le long couloir vers les portes coulissantes en verre du hall de l'hôpital. Le dernier périmètre était sur le point d'être testé. Le hall principal du Kansas City Medical Center était un témoignage d'efficacité architecturale moderne.
de hauts plafonds en verre laissaient la lumière naturelle de l'hiver se répandre sur les sols en terrazzo poli, l'espace fonctionnait sur un rythme d'urgence contrôlé. Des médecins en blouse sur mesure marchaient avec détermination, des infirmières portaient des dossiers, des familles se serraient dans les zones d'attente, faisant face à d'authentiques tragédies bouleversantes, c'était un sanctuaire de réalité. Le délire ne survivait pas longtemps sous les lumières fluorescentes crues d'une zone d'admission d'urgence, je terminais une rotation matinale épuisante dans l'aile néonatale. Mon quart exigeait d'ajuster les pressions de ventilation pour des jumeaux prématurés et de conseiller une jeune mère terrifiée, mon esprit était vif et mes réserves émotionnelles étaient correctement compartimentées, je marchais vers la cafétéria principale aux côtés de Lorraine. Elle était la collègue qui m'avait montré le faux message Facebook 3 jours auparavant, une gêne tacite persistait encore entre nous, Lorraine me regardait de côté, cherchant des fissures dans mon armure professionnelle, elle s'attendait à ce que le cyberharcèlement brise ma concentration. Cela ne s'était pas produit, nous approchions du grand escalier central lorsqu'un son aigu et perçant traversa le faible bourdonnement du hall, c'était le son d'une femme sanglotant bruyamment, ce n'était pas un véritable cri de douleur. C'était un gémissement théâtral performatif conçu spécifiquement pour faire tourner les têtes, je m'arrêtai de marcher, le son résonnait sur les panneaux de verre, je reconnaissais instantanément la hauteur et la cadence, Harper se tenait près des portes tournantes de l'entrée. Elle avait mis en scène son apparition avec une attention méticuleuse aux détails, ses cheveux blonds étaient tordus en un chignon désordonné et angoissé, elle portait un pull beige surdimensionné qui tombait lâchement de ses épaules, projetant une image de fragilité physique. Elle serrait un mouchoir froissé dans une main, mais l'illusion se brisait sous une inspection attentive, sous le pull surdimensionné, elle portait des leggings de créateur impeccable, l'odeur lourde d'un parfum botanique importé la précédait à travers la pièce. Elle tentait de jouer une invalide démunie tout en sentant comme un grand magasin de luxe, elle me repéra près de l'escalier, ses yeux se fixèrent sur mes vêtements de travail. Un éclair de triomphe prédateur traversa son visage avant qu'elle ne retorde immédiatement ses traits en un masque d'angoisse pure, elle commença à marcher vers moi, augmentant le volume de ses sanglots, « Naomi » gémit-elle, laissant sa voix se briser, « Naomi, s'il te plaît. Arrête de t'éloigner de moi », Lorraine se figea à côté de moi, ses yeux allant de Harper à mon visage, la circulation piétonnière environnante ralentit, un chirurgien pédiatrique s'arrêta près du comptoir de la pharmacie, 2 assistants administratifs cessèrent de taper au bureau de la réception. Le public que Harper désirait si désespérément se formait en temps réel, quand nous étions enfants, Harper utilisait les espaces publics comme levier, si Richard refusait de lui acheter un jouet spécifique au centre commercial. Elle tombait sur le sol en linoléum et criait jusqu'à ce que les acheteurs environnants la regardent avec jugement, Richard se rendait toujours, il achetait l'article juste pour faire taire l'embarras. Harper apprit tôt que la plupart des gens paieraient n'importe quel prix pour éviter un spectacle public, elle apporta exactement la même stratégie dans le hall de l'hôpital aujourd'hui, elle réduisit la distance entre nous, s'arrêtant à seulement 1 mètre de distance. Elle tendit les mains dans un geste de désespoir impuissant, la lettre juridique, sanglota-t-elle assez fort pour que toute la zone de réception l'entende, comment as-tu pu nous envoyer ces menaces terrifiantes, Naomi? Maman fait une dépression nerveuse, mon système immunitaire s'effondre, je ne peux même pas payer mon loyer ce mois-ci parce que tu as gelé nos comptes, elle tendit la main comme pour m'embrasser, mais je fis un pas délibéré en arrière, j'ai besoin que tu arranges ça, implora-t-elle. Sa voix résonnant, le stress est littéralement en train de me tuer, je te supplie de montrer un peu de compassion, s'il te plaît, écris juste le chèque pour mon loyer afin que je puisse aller à la clinique, elle attendit ma réaction, elle s'attendait à ce que je rougisse d'humiliation. Elle s'attendait à ce que je lui chuchote, la conduise dans un couloir privé et offre une concession financière pour sauver ma réputation devant mes pairs, je ne rougis pas, mon rythme cardiaque resta à 60 battements par minute au repos. Je la regardais avec le même détachement clinique que j'utilisais pour évaluer un patient volatile dans la zone de contention psychiatrique, je laissai le silence s'étirer pendant 5 secondes complètes, la forçant à rester dans le silence gênant de sa propre création, je ne baissai pas la voix. Je projetai mes mots clairement, utilisant le ton autoritaire et inflexible requis d'une infirmière praticienne en chef, vous êtes en situation d'intrusion, Harper, déclarai-je, j'appelle la sécurité, les mots tombèrent comme des poids de plomb sur une table en verre, Harper cligna des yeux. Le script dans sa tête venait d'être déchiré, elle ouvrit la bouche pour reprendre ses pleurs mais aucun son n'en sortit, les larmes qui s'accumulaient dans ses yeux disparurent instantanément, remplacées par une fureur nue et aveuglante, le masque de l'invalide glissa. Révélant la tyranne capricieuse en dessous, tu ne peux pas me faire ça, cria-t-elle, abandonnant complètement l'acte fragile, tu nous dois cet argent, tu penses que tu es si supérieur parce que tu travailles ici, tu n'es rien sans cette famille, je rompis le contact visuel et levai la main. Signalant le bureau de sécurité situé à 12 mètres, David,
un garde d'hôpital vétéran avec 30 ans d'expérience dans les forces de l'ordre, se dirigeait déjà vers nous, ses lourdes bottes claquaient rapidement sur le terrazzo. Harper réalisa que sa fenêtre d'opportunité se refermait. La tactique de l'humiliation publique avait échoué, le public ne la plaignait pas, il la regardait s'effondrer, le désespoir l'emporta sur son bon sens, elle s'élança, tendant des doigts griffus, visant à saisir le revers de ma blouse clinique blanche, j'esquivai son avance maladroite. Elle trébucha maladroitement sur le sol poli avant de pouvoir retrouver son équilibre. David arriva, il se plaça entre nous, interposant ses larges épaules comme une barricade physique. « Madame, vous devez reculer », ordonna David, sa voix portant le poids inébranlable de l'autorité. « Vous causez un trouble dans un établissement médical, vous devez quitter les lieux immédiatement. » Harper paniqua, elle saisit l'avant-bras de David, essayant de le repousser pour m'atteindre, ce fut une erreur catastrophique. Agresser le personnel de sécurité de l'hôpital déclenche un protocole automatique, un deuxième garde s'approcha du flanc de la pharmacie, ils l'encerclèrent en douceur, lui saisissant les coudes d'une prise ferme et professionnelle. « Lâchez-moi » cria-t-elle. Frappant le sol avec ses bottes de créateur, elle vole sa sœur malade. « Vous êtes tous fous, laissez-moi partir » Ils ne la lâchèrent pas, ils la firent reculer vers les portes vitrées tournantes, ses cris résonnaient dans le grand hall, rebondissant sur les plafonds de verre. Elle donnait des coups de pied et se débattait comme un enfant en bas âge faisant une crise de colère dans un rayon de jouets. L'image de la victime auto-immune fragile fut complètement démantelée. Elle ressemblait exactement à une adulte gâtée et en bonne santé confrontée aux conséquences pour la toute première fois. Je lissais le devant de ma blouse blanche, je n'avais pas l'air rougi, je n'avais pas l'air embarrassé. J'avais l'air d'une professionnelle consommée qui venait de diagnostiquer et de congédier correctement une personne dérangée. Je me tournai pour regarder Lorraine, ma collègue se tenait figée, fixant les portes tournantes par lesquelles Harper venait d'être expulsée. Lorraine déglutit difficilement. Le doute qui avait obscurci ses yeux pendant les 3 derniers jours était parti, elle avait lu le message Facebook détaillant ma supposée dépression nerveuse, mais la femme qui venait de crier et de se battre avec les gardes de sécurité était clairement celle qui était détachée de la réalité. La campagne de diffamation s'évapora instantanément, la vérité n'avait pas besoin de défense, elle n'avait besoin que d'une scène. « Je suis tellement désolé, Naomi », chuchota Lorraine, son visage pâle de réalisation, je n'avais aucune idée qu'elle était aussi instable. Les choses qu'elle a écrites en ligne, c'était de la pure projection. « C'est bon, Lorraine », répondis-je, gardant mon ton neutre, allons à la cafétéria, il me reste encore 30 minutes de pause. Nous marchâmes vers la salle à manger, laissant les chuchotements du hall derrière nous. La confrontation physique était terminée, mais mon cerveau analytique traitait déjà les données. Harper était une lâche, elle préférait se cacher derrière les SMS et les publications en ligne, pour qu'elle risque de s'introduire illégalement sur mon lieu de travail. Cela signifiait que la pression financière à la maison avait atteint un point d'ébullition critique, la location annulée et le prêt hypothécaire refusé n'étaient pas suffisants pour déclencher ce niveau de désespoir dérangé, autre chose les écrasait, une dette cachée arrivait à échéance. Alors que je m'asseyais avec mon déjeuner, mon téléphone vibra dans ma poche, je le sortis, m'attendant à une autre notification bloquée. Au lieu de cela, l'écran afficha un SMS d'un numéro que je n'avais pas vu depuis des mois, c'était tante Valérie, le message était bref et menaçant. « Naomi. Nous devons nous rencontrer aujourd'hui, ton père ment à la famille élargie sur la raison pour laquelle la banque l'appelle, je sais ce qu'il cache, rejoins-moi au café de Main Street à 15h, je fixai l'écran, tante Valérie était la sœur aînée de Richard. Une directrice de lycée à la retraite qui détestait le drame et ne s'occupait que des faits. Si elle me contactait, la façade du comté de Johnson était grande ouverte, la bataille était sur le point de passer du hall de l'hôpital au registre comptable. Je verrouillai mon téléphone et pris une bouchée de mon sandwich, la véritable escroquerie était enfin révélée. Main Street à Kansas City offrait un contraste saisissant avec l'environnement stérile de l'hôpital, des façades en briques et des torréfacteurs indépendants bordaient l'avenue. Créant une poche de réalité ancrée, je poussai la lourde porte en bois d'un café artisanal, l'odeur de grains d'espresso torréfiés et de pâtisserie emplissait l'air chaud, tante Valérie était déjà assise à une petite table d'angle près de la fenêtre d'entrée. Elle tenait une tasse en céramique entre ses mains, projetant une aura d'autorité absolue et inébranlable. Tante Valérie était la sœur aînée de Richard, pendant 35 ans, elle avait été directrice de lycée dans le système d'éducation publique. Elle avait passé toute sa carrière à démanteler les excuses élaborées de milliers d'adolescents et à apaiser des parents irrationnels et défensifs. Elle possédait une capacité terrifiante à déceler un mensonge avant même que l'orateur ne termine sa phrase, à cause de cette compétence. Harper l'évitait activement, Richard la tolérait par obligation, mais Diane la craignait carrément. Valérie était le seul membre de l'arbre généalogique Moore qui n'avait jamais acheté un billet pour la performance de Harper. Je me glissai sur la chaise en face d'elle,
je ne commandai pas de café. Mon adrénaline était déjà trop élevée, Valérie posa sa tasse, elle n'offrit pas de salutations polies, elle alla droit au but. Ton père m'a appelé hier soir, déclara-t-elle, sa voix dépourvue de toute chaleur familière, il a demandé un prêt personnel de 20 000 $. Il m'a dit que tu avais fait une dépression mentale, vidé leurs comptes bancaires conjoints et les avais abandonnés pour vivre dans la rue. Je me penchai en avant, posant mes avant-bras sur la table en bois, avait-il l'air convaincant? Demandai-je, il avait l'air désespéré, répondit Valérie, mais le désespoir n'équivaut pas à la vérité, je lui ai dit que j'examinerais mes finances et que je le rappellerais, puis je t'ai appelé. Je veux savoir exactement ce qui se passe dans cette maison, Naomi. Je plongeai dans mon sac et en sortis une mince enveloppe manille, à l'intérieur, j'avais imprimé le tableur que j'avais créé au motel, c'était un grand livre chronologique complet de chaque virement financier que j'avais effectué au cours des 6 dernières années. Je posai le document sur la table et le fis glisser vers elle, je n'ai pas vidé leurs comptes, expliquai-je, gardant ma voix calme, j'ai simplement cessé de les remplir. Mallory mit ses lunettes de lecture, elle prit le tableur et commença à scanner les colonnes. Le bruit ambiant du café sembla s'estomper alors qu'elle traitait les données, ses yeux suivaient les chiffres, passant des paiements hypothécaires aux primes d'assurance maladie, à la location de voitures de luxe, je la regardais changer d'expression. Passant d'une légère inquiétude à un profond dégoût absolu, 180 000 $, chuchota-t-elle, retirant ses lunettes de son nez, Naomi, c'est une somme d'argent stupéfiante, tu as subventionné toute leur existence. Ils ont dit à tout le monde que je vivais au sous-sol pour économiser pour ma propre maison, dis-je, la vieille amertume s'enflammant brièvement avant que je ne la supprime, ils ont dit qu'ils me rendaient service, Valérie laissa tomber le papier sur la table comme s'il était contaminé. Richard a toujours eu une relation flexible avec la réalité, soupira-t-elle, quand son entreprise a échoué, il a refusé de réduire ses dépenses, il a choisi de t'exploiter plutôt que d'admettre sa défaite et Diane l'a encouragé parce qu'elle vénère le sol que Harper foule, j'acquiesçai. Étant d'accord avec son évaluation, mais le puits est sec, déclarai-je, j'ai bloqué leur numéro, j'ai arrêté les virements, Harper est venue à l'hôpital aujourd'hui et a essayé de faire une scène, elle a affirmé qu'elle ne pouvait pas payer son loyer ou ses traitements holistiques. La sécurité l'a expulsée, Valérie plissa les yeux, une lueur de profonde suspicion analytique traversa son visage, la directrice à la retraite reconnut une incohérence logique, elle ne peut pas payer ses traitements. Répéta Valérie lentement, c'est fascinant parce que, selon ma cousine Mélissa, qui suit toujours Harper sur Instagram, Harper vient d'acheter un tout nouveau véhicule. Je fronçai les sourcils, quel genre de véhicule? J'ai annulé la location du Range Rover blanc il y a 2 semaines, pas pour elle-même, précisa Valérie, se penchant plus près de la table, pour son petit ami, le musicien amateur qui n'a pas eu d'emploi stable depuis 2019, Harper lui a acheté un pick-up surélevé personnalisé, un modèle robuste. A dit Mélissa, le prix catalogue devait être bien supérieur à 60 000 $, Harper a posté une vidéo lui remettant les clés 3 jours avant que tu ne quittes la maison. Le secteur analytique de mon cerveau s'activa avec une violente secousse, les chiffres s'entrechoquaient violemment. Rien ne concordait, c'est impossible, dis-je en secouant la tête, Harper n'a pas de revenus vérifiés, elle prétend être handicapée par sa maladie auto-immune, elle ne pourrait pas obtenir un prêt automobile de 60 000 $ par elle-même. Et Richard et Diane refusent actuellement leur prêt hypothécaire principal parce que j'ai cessé de le payer, leur ratio dette-revenu doit être catastrophique, aucun concessionnaire légitime n'approuverait ce financement. Valérie tapota son ongle contre la table en bois. Un son rythmique de tension croissante, à moins qu'elle n'ait payé en espèces, suggéra Valérie, ils n'ont pas 60 000 $ en espèces liquides, rétorquai-je, s'ils l'avaient, Richard ne te supplierait pas de 20 000 $ pour sauver sa maison, nous restâmes silencieux un long moment. Le barista annonça un nom de commande mais aucune de nous ne leva les yeux, les pièces du puzzle étaient éparpillées sur la table et l'image qu'elles formaient était terrifiante, je me souvins des enveloppes épaisses que j'avais vu Richard jeter à la poubelle. Le publipostage de refinancement hypothécaire, les banques n'envoient pas de courrier certifié lourd pour un simple marketing, elles envoient ces enveloppes lorsqu'une propriété est en défaut ou lorsqu'une ligne de crédit importante est ouverte. Mallory, je dois vérifier quelque chose, dis-je. Sortant mon ordinateur portable de mon sac, mes mains étaient froides, j'ouvris le navigateur et me dirigeai vers la base de données publique des biens immobiliers du comté de Johnson. Les registres fiscaux fonciers et les informations sur les privilèges sont du domaine public si l'on sait où chercher. Je tapai l'adresse de mes parents, le système traita la demande pendant quelques secondes angoissantes, l'écran afficha l'historique de la propriété. Je passai la date d'achat originale, je passai le prêt hypothécaire initial que Richard avait contracté il y a 20 ans, puis je le trouvai, l'entrée était datée d'exactement 3 mois auparavant, je sentis le sang me quitter le visage, qu'est-ce que c'est? Demanda Valérie,
sa voix baissant d'un octave, c'est un deuxième privilège, chuchotai-je, fixant l'écran lumineux, un énorme, quelqu'un a ouvert une ligne de crédit sur la valeur nette de la maison il y a 3 mois, Valérie se pencha sur la table pour regarder l'écran, combien? Demanda-t-elle, 100 000 $, répondis-je, les chiffres numériques me brûlaient les rétines, l'implication me frappa comme un train de marchandises, Harper n'avait pas seulement acheté un camion, elle avait accédé au tout dernier actif restant de la famille, la valeur nette de la maison. La maison dont je payais le prêt hypothécaire principal depuis 6 ans, je maintenais la dette fondamentale à flot pendant que Harper siphonnait secrètement la valeur stockée par le toit, mais comment a-t-elle été approuvée? Demanda Valérie, son esprit vif cherchant la défaillance mécanique. Richard et Diane n'auraient jamais autorisé ce niveau de dette pour acheter un camion pour un petit ami. Richard est arrogant mais il n'est pas suicidaire. Je levai les yeux de l'écran, rencontrant les yeux de ma tante. Harper opère entièrement par manipulation, expliquai-je, elle a dû les convaincre que c'était pour autre chose, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas refuser, la clinique holistique, réalisai-je, les pièces du puzzle s'assemblant enfin, l'automne dernier. Harper avait affirmé avoir trouvé une installation de traitement exclusive en Suisse qui pourrait guérir sa maladie auto-immune, elle avait passé des semaines à pleurer qu'elle avait enfin trouvé de l'espoir mais ne pouvait pas payer les frais d'admission, Valérie Alta. Une rare preuve de choc véritable, elle les a convaincus de signer les papiers pour la ligne de crédit sur la valeur nette sous prétexte de financer son miracle médical et ensuite elle a détourné les fonds, je terminai la phrase, elle a acheté le camion de 60 000 $. Elle a probablement empoché le reste. C'est pourquoi Richard a pensé que les avis bancaires étaient du publipostage, il ne réalisait pas que la ligne de crédit était activement retirée, il pensait qu'elle était juste là, en attendant sa date de clinique. Le piège que j'avais tendu en quittant la maison était infiniment plus dévastateur que je ne l'avais initialement calculé, en arrêtant les paiements hypothécaires principaux, je n'avais pas seulement causé un simple défaut, j'avais déclenché un effondrement catastrophique. La banque allait maintenant rappeler le prêt principal et découvrir immédiatement la ligne de crédit secondaire épuisée. Richard et Diane n'étaient pas seulement ruinés, ils se noyaient dans une dette massive non garantie orchestrée par leur enfant prodige. Valérie se pencha en arrière dans sa chaise, son expression durcie en un masque de pure justice froide. La fraude est plus profonde que le loyer volé, Naomi, c'est de la manipulation criminelle. Je fermai l'ordinateur portable, l'embuscade de l'hôpital prenait soudain tout son sens. Harper n'était pas seulement en colère à propos de sa retraite de yoga annulée, elle était terrifiée. Les murs financiers se refermaient et elle avait besoin que j'injecte de l'argent dans le système pour garder l'escroquerie de la valeur nette cachée à Richard un peu plus longtemps. Elle sait que la bombe va exploser, dis-je doucement, et elle sait qu'elle est juste au-dessus. Valérie prit sa tasse de café. Quel est ton prochain mouvement, Naomi? Je regardais par la fenêtre la rue animée de Kansas City, la campagne de diffamation et l'embuscade à l'hôpital étaient de leur amateur, il était temps d'élever le conflit, je vais la laisser allumer la mèche, répondis-je. Le café de Main Street bourdonnait autour de moi mais je me sentais entièrement détaché du bruit ambiant, mes yeux étaient fixés sur les registres de propriété numérique brillants sur l'écran de mon ordinateur portable, 100 000 $. Une deuxième hypothèque sur la maison que Richard et Diane ne pouvaient plus se permettre d'entretenir, tante Valérie était assise en face de moi, sirotant son café, son esprit vif cataloguant déjà les implications de la manœuvre financière de Harper, le silence entre nous s'étira. Épais et dangereux, je dois cartographier cette chronologie, Valérie, dis-je, brisant le silence, ma voix semblait incroyablement stable, si Harper les a convaincus de signer les documents de la ligne de crédit sous prétexte d'une clinique médicale suisse. Nous devons voir exactement quand ces fonds ont été décaissés, Valérie hocha la tête, posant sa tasse, tu soupçonnes qu'elle a coordonné le retrait avec ces mystérieuses crises. C'est pire qu'un soupçon, répondis-je, c'est un schéma, je dois juste le prouver, je fermai le portail des registres publics et ouvris un nouvel onglet, je naviguai vers le profil public Instagram de Harper, bien que j'ai bloqué son numéro et ignoré sa campagne de diffamation Facebook. Son compte d'influenceuse lifestyle restait visible pour quiconque n'était pas connecté à la plateforme, Harper documentait méticuleusement toute son existence, elle croyait que sa vie esthétique était un produit destiné à la consommation publique. Elle ne réalisait pas qu'elle maintenait un registre open source de sa propre tromperie, je sortis le tableur financier de mon dossier Mani et le plaçai à côté du clavier de l'ordi portable, je commençai à croiser les dates, regardons en octobre dernier, dis-je. Scannant les rangées de chiffres, mon hôpital a distribué nos primes de performance annuelles le 15 octobre, j'ai reçu un dépôt significatif 2 jours plus tard, Harper a affirmé avoir subi un crash auto-immune massif, elle a dit à Richard et Diane qu'elle ne pouvait pas sortir du lit. Elle sanglotait qu'elle avait besoin d'une thérapie intraveineuse spécialisée que l'assurance ne couvrirait pas, Richard m'a appelé paniqué, il m'a supplié de couvrir le coût parce que leur compte était vide,
j'ai transféré 4000 $ à eux le 18 octobre. Je fis défiler la grille Instagram de Harper jusqu'à la 2e semaine d'octobre. Valérie se pencha sur la table, ses yeux se plissant alors qu'elle scrutait l'écran. Où était-elle le 18? L'image se chargea, c'était une photographie de Harper debout sur le pont d'un bateau-ponton. Elle tenait un gobelet en plastique rempli d'une boisson rose vif, elle portait un maillot de bain de marque et des lunettes de soleil de marque. La légende disait le week-end reset avec mes personnes préférées, la balise de localisation était bien visible, Lake of the Ozarks. Je vérifiai la date de publication, 19 octobre, le lendemain du jour où j'avais envoyé les 4000 $, Valérie laissa échapper une respiration courte. Elle n'était pas alitée, Naomi, elle faisait la fête, elle a utilisé ton chèque de bonus pour financer un week-end au lac. Je sentis une colère clinique froide s'installer en moi, ce n'était pas la colère ardente et impulsive d'une sœur offensée. C'était la colère précise et calculatrice d'une professionnelle qui découvre qu'un collègue falsifie les dossiers de patients. Je me déplaçai sur le tableur, 2 décembre, déclarai-je en lisant le prochain transfert significatif, j'ai pris 3/4 de nuit supplémentaires pendant les vacances. J'étais épuisé, Harper a affirmé que le froid avait déclenché une crise de douleurs articulaires sévères, elle avait besoin d'une couverture de sauna infrarouge importée, je leur ai envoyé 1200 $, je fis défiler le fil Instagram jusqu'au début décembre, une vidéo apparut. Harper tournait dans une pièce bondée et faiblement éclairée, elle portait des bottes à talons hauts et une jupe courte, la légende disait de célébrer la saison, le lieu était une boîte de nuit haut de gamme du centre-ville de Kansas City, elle danse, observa Valérie. Sa voix dégoulinant de mépris, de graves douleurs articulaires en effet, le schéma continua, mars, mai, août, chaque fois que ma paie était substantielle ou que ma prime d'hôpital était versée sur les comptes. Harper connaissait un événement médical catastrophique nécessitant une intervention immédiate et coûteuse, et chaque fois que je transférais les fonds, Harper téléchargeait une photo d'un voyage, d'un spa de luxe ou d'un restaurant haut de gamme dans les 48 heures, la corrélation était parfaite. La maladie auto-immune n'était pas seulement une excuse pour éviter l'emploi, c'était un racket d'extorsion sophistiqué, elle monétisait mon éthique de travail, elle arma mon empathie, je fermai l'ordinateur portable et le remis dans mon sac, le puzzle était complet. Toute l'identité de Harper était construite sur de l'argent volé et des mensonges calculés, la deuxième hypothèque sur la maison n'était que le grand final de son escroquerie, lorsque mes transferts réguliers devinrent insuffisants pour financer son style de vie, elle s'en prit à la valeur nette. Nous avons la chronologie, Valérie, dis-je en regardant ma tante, nous savons exactement comment elle a opéré, Valérie croisa les bras sur sa poitrine, la question est ce que tu as l'intention de faire avec cette information, Naomi, tu ne peux pas simplement la donner à Richard. Il est dans le déni, il trouvera un moyen de te blâmer de l'avoir exposée, je n'ai aucune intention de la donner à Richard en privé, répondis-je, ils m'ont mise à la porte parce que Harper a affirmé que ma présence la rendait malade, ils voulaient une exécution publique de mon caractère. Je vais simplement leur rendre l'appareil, je quittai le café avec un étrange sentiment de clarté absolue, l'anxiété qui m'avait tourmenté pendant 6 ans, le bourdonnement persistant de l'obligation financière, avait complètement disparu. À sa place se trouvait une limite solide et inébranlable, je retournai à mon appartement et me préparai pour mon prochain car, je ne réalisais pas que Harper préparait simultanément sa dernière offensive désespérée. 3 jours plus tard, le téléphone de mon appartement sonna. C'était en début de soirée et je m'habillais pour un événement professionnel important, le nom de tante Valérie s'afficha à l'écran, je répondis, mettant l'appareil sur haut-parleur pendant que j'ajustais le fermoir d'un collier en argent, Naomi, tu dois écouter attentivement, instruisit Valérie. Sa voix urgente et coupante, je viens de recevoir une information troublante de ma cousine Mélissa, qu'est-ce que Harper a fait maintenant? Demandai-je en lissant le tissu de ma robe, elle a sécurisé l'accès au gala de la santé pédiatrique ce soir, révéla Valérie, je cessai de bouger, mes mains gelées près de ma clavicule. Le gala de la santé pédiatrique de Kansas City était l'événement caritatif médical le plus prestigieux de l'année, c'était un rassemblement exclusif de la haute société où les membres du conseil d'administration de l'hôpital, les donateurs fortunés et les professionnels de la santé de haut niveau se rencontraient, c'était aussi l'événement où j'étais censé recevoir une distinction pour mon travail à l'unité de soins intensifs néonatales, comment est-ce possible? Demandai-je, les billets coûtent 1000 $ l'assiette, l'événement est strictement contrôlé par l'administration de l'hôpital, Richard fait face à une saisie, il ne peut pas se permettre d'acheter une table, ils n'ont pas acheté de table, expliqua Valérie. Mélissa m'a dit que le petit ami de Harper avait récemment trouvé un emploi dans l'entreprise de location d'événements fournissant l'équipement de restauration, il a utilisé ses accréditations de personnel pour obtenir 3 laissez-passer debout pour les couloirs de service, Richard? Diane et Harper prévoient d'infiltrer la salle de bal pendant la réception principale,
L'audace du plan arracha un rire sans humour de ma gorge. Ils vont s'introduire dans un gala d'hôpital en tenue de soirée par l'entrée de service. Précisai-je, Harper est désespérée, Naomi, avertit Valérie, elle sait que l'intimidation légale a échoué, elle sait que la campagne de diffamation sur les réseaux sociaux ne t'a pas forcé à capituler. Elle croit que si elle te coince devant le conseil d'administration de l'hôpital et les donateurs fortunés, tu seras trop terrifié par un scandale public pour refuser ses demandes, elle pense qu'elle peut t'extorquer un chèque là, dans la salle de bal, ils viennent me tendre une embuscade. Déclarai-je en traitant la manœuvre tactique, Valérie soupira, je te conseille fortement de contacter la sécurité de l'hôpital dès maintenant, donne-leur la description de Harper, fais-les intercepter au quai de chargement. Tu n'as pas besoin de ce genre de spectacle lors de ta soirée de reconnaissance professionnelle, je regardais mon reflet dans le miroir pleine longueur, je portais une robe bleu nuit sur mesure qui me seyait parfaitement, mes cheveux étaient coiffés avec élégance. Je n'avais pas l'air de la fille épuisée et terrifiée vivant dans un sous-sol, j'avais l'air d'une infirmière praticienne en chef qui commandait le respect et l'autorité. Harper voulait un public, elle désirait les projecteurs. Elle croyait qu'une arène publique lui donnait le levier ultime parce qu'elle supposait que je protégerais ma réputation à tout prix, elle a fondamentalement mal compris le changement dans notre dynamique, je ne craignais plus que la vérité soit exposée, je l'accueillais, non, dis-je à Valérie. Ma voix calme et résolue, n'appelle pas la sécurité, ne les arrête pas au quai de chargement, Naomi, c'est incroyablement risqué, avertit Valérie, Harper fera une scène, elle criera, elle pleurera, laisse-la, répondis-je, elle veut me coincer devant les gens que je respecte. Elle veut utiliser mon environnement professionnel contre moi, mais elle oublie un détail crucial, quel est-ce ? Demanda Valérie, j'ai les preuves, déclarai-je, et je les apporte avec moi, je mis fin à l'appel et pris ma pochette, à l'intérieur du petit sac en velours, je plaçai le tableur financier imprimé, je pliai le registre de taxes foncières notariées détaillant la ligne de crédit de $100 000. J'ajoutai la lettre juridique falsifiée de cessation et d'abstention que Harper avait fabriquée, les documents tenaient parfaitement, le piège était tendu mais Harper marchait directement dedans, elle croyait qu'elle était le prédateur se rapprochant pour le coup final. Elle ne réalisait pas que le paysage avait fondamentalement changé, je sortis de mon immeuble et montai dans la voiture qui m'attendait, le trajet vers le centre de congrès me parut remarquablement calme. La tempête se préparait au-dessus du skyline de Kansas City mais je n'avais plus peur de l'éclair, j'étais prête pour la collision, la grande salle de bal du Kansas City Convention Center fonctionnait comme un cours magistral d'opulence orchestrée. Des lustres en cristal projetaient une chaude teinte dorée sur 60 tables circulaires drapées de lourd lin ivoire, un quatuor à cordes jouait des arrangements classiques près de la scène, offrant un fond acoustique sophistiqué. Le personnel de service se déplaçait silencieusement entre les chaises, offrant des coupes de champagne et transportant des plateaux d'argent d'amuse-gueule, c'était le gala de la santé pédiatrique, un sanctuaire où professionnels de la santé, philanthropes et dirigeants civiques se réunissaient pour célébrer l'excellence clinique et lever des millions pour l'hôpital, je m'assis à la table 4, une position d'honneur située près de l'avant de la scène, et Valérie était assise à ma droite. Rayonnant de son autorité inébranlable habituelle dans un blazer de couleur charbon sur mesure, à ma gauche était assis le docteur Harry Storn, chef de néonatologie et le mentor qui avait guidé toute ma trajectoire professionnelle. Plusieurs autres administrateurs principaux occupaient les sièges restants, nous discutions d'une proposition de subvention récente pour la recherche sur la détresse respiratoire des prématurés. Je participais à la conversation sans effort mais ma vision périphérique restait fixée sur l'entrée principale et les portes de service secondaires situées près des stations de restauration, je portais une robe bleu nuit sur mesure qui balayait le sol, ma posture était impeccable. Je n'avais pas l'air de la fille épuisée et terrifiée qui avait été jetée dans la neige, j'avais l'air d'une femme qui appartenait exactement là où elle était assise, la première heure de la réception se déroula sans accroc. Je reçus des félicitations polies de collègues et sirotais de l'eau pétillante, mais à mi-chemin du plat principal, l'atmosphère de la salle de bal changea soudainement, ce n'était pas une perturbation majeure, c'était un trouble localisé près de l'entrée de service. Je regardai vers les portes de la restauration, 3 silhouettes émergèrent des ombres de la zone de préparation, s'avançant sur le tapis de la salle de bal principale, Richard, Diane et Harper avaient réussi à franchir le périmètre, le petit ami de Harper, le musicien amateur, avait clairement utilisé ses accréditations de personnel événementiel pour contourner le bureau de sécurité avant, il les avait probablement conduits par le quai de chargement et les ascenseurs de service, maintenant il se tenait au bord du gala. Complètement déplacé mais farouchement déterminé, Harper portait une robe longue vert émeraude qui chatoyait sous la lumière du lustre, la robe était indéniablement de créateur, probablement achetée des mois auparavant lors de l'une de ses supposées crises auto-immunes. Elle s'appuyait lourdement contre Richard, serrant son avant-bras des 2 mains,
Projetant l'image d'une invalide fragile endurant courageusement une sortie publique, Richard portait un smoking légèrement démodé qui le serrait aux épaules, Diane les suivait. Serrant une bourse perlée et scrutant la pièce avec des yeux grands et anxieux, ils ne s'arrêtèrent pas pour s'acclimater à l'environnement, ils se déplaçaient avec une concentration prédatrice. Ils naviguaient à travers le labyrinthe de tables ignorant les regards confus des donateurs fortunés et du personnel médical, leur cible était claire, ils se dirigeaient directement vers la table 4, tante Valérie les remarqua quelques secondes après moi, elle s'arrêta en plein milieu de sa phrase. Ses yeux se plissant, elle posa son verre de vin sur la table avec un claquement net et délibéré, « Les voilà », murmura Valérie, sa voix assez basse pour que seul moi puisse l'entendre, je ne tournai pas la tête immédiatement, j'attendis qu'il soit à 3 mètres. Je voulais qu'ils s'engagent pleinement dans l'intrusion avant que je ne reconnaisse leur présence, je pris une lente gorgée d'eau, calme, Richard atteignit la table le premier, il s'arrêta directement derrière ma chaise, me bloquant efficacement, il ne salua pas le docteur Thorne. Il ne reconnut pas le chef de cabinet assis directement en face de moi, il ignora tous les protocoles professionnels que le cadre exigeait, il se pencha, posant ses mains sur le dossier de ma chaise, « Nous devons sortir, Naomi », ordonna Richard, son ton était forcé, bas et menaçant. Conçu pour paraître autoritaire sans porter à travers la pièce, « Maintenant, arrête d'embarrasser cette famille et viens avec nous », le docteur Thorne arrêta sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Il regarda Richard avec un mélange de curiosité professionnelle et de profonde offense aristocratique. « Excusez-moi », dit le docteur Thorne, sa voix polie mais glaciale, « Y a-t-il un problème ici ?» Richard renvoya le chef de néonatologie d'un geste de la main. « C'est une affaire de famille privée », déclara-t-il avec arrogance. « Naomi vient avec nous. » Harper se tenait légèrement derrière Richard, serrant toujours son bras. Elle commença à exécuter sa performance. Elle laissa échapper un léger reniflement blessé, appuyant sa tête contre son épaule. « Naomi, s'il te plaît », chuchota-t-elle, sa voix tremblante, « tu fais du mal à maman et papa, tu dois arranger ça », Diane rejoignit immédiatement le chœur. Elle sortit un mouchoir de sa bourse perlée et le pressa sur ses yeux, elle ne produisit aucune larme réelle mais elle perfectionna la posture d'une mère en deuil. « S'il te plaît, Naomi », supplia Diane, « tout le monde regarde, ne nous fais pas ça », il croyait détenir l'avantage tactique ultime. Il supposait que le cadre formel, la présence de mes supérieurs et l'audace de leur embuscade me paralyseraient, ils avaient calculé que je me lèverais, m'excuserais auprès de ma table et les suivrais dans le couloir pour éviter une scène publique, ils avaient mal calculé, je ne me levais pas. Je ne chuchotais pas, je ne me penchais pas en arrière pour accommoder la posture agressive de Richard, je restais parfaitement assise, gardant ma colonne vertébrale droite et mes mains élégamment croisées sur mes genoux, je pris une lente respiration, quand je parlais. J'utilisais la même projection vocale que celle que j'utilisais pour appeler un code bleu en unité de soins intensifs, c'était calme, autoritaire et assez fort pour être entendu clairement par-dessus le bruit ambiant de la salle de bal. « Je n'ai rien à discuter avec vous, Richard ?» déclarai-je clairement. La conversation aux tables adjacentes cessa brusquement, les têtes se tournèrent, le quatuor à cordes continua de jouer mais les environs immédiats tombèrent dans un silence choqué et absolu, le visage de Richard vira au rouge profond et marbré. Il n'était pas habitué à être appelé par son prénom et il n'était certainement pas habitué à la désobéissance publique. « Baisse la voix », siffla-t-il, se penchant plus près, « tu fais un spectacle, lève-toi tout de suite avant que je ne te traîne dehors. » Je ne rompis pas le contact visuel avec le docteur Thorne de l'autre côté de la table, je m'adressai directement à mon mentor. « Docteur Thorne, ces individus ne sont pas des invités autorisés, ils ont infiltré l'événement par le couloir de service. » L'expression du docteur Thorne se durcit. C'était un homme qui protégeait farouchement son personnel, il posa sa serviette sur la table et fit signe à un serveur se tenant près du périmètre. « Appelez la sécurité », ordonna doucement le docteur Thorne. Richard paniqua, la tactique d'intimidation échouait catastrophiquement. Il réalisa que je n'allais pas capituler et qu'il perdait rapidement le contrôle du récit, il frappa sa main contre le dossier de ma chaise. « Tu nous dois », grogna-t-il, abandonnant complètement le murmure menaçant, sa voix s'éleva, résonnant sur les lustres en cristal, « Tu as vidé nos comptes. Tu as abandonné ta sœur malade, tu vas sortir et faire le chèque que tu dois à cette famille ou je jure devant Dieu que je ruinerai ta carrière ce soir. » Harper, réalisant que la situation se détériorait, intensifia sa performance, elle laissa échapper un sanglot bruyant et théâtral. Serrant sa poitrine, « Pourquoi me fais-tu ça ?» gémit-elle, « Je ne peux pas payer mes traitements, tu as volé mon argent, tu me tues. » Diane jeta ses bras autour de Harper, sanglotant ouvertement, « Mon bébé », cria Diane, « regarde ce que tu lui fais, Naomi, tu es un monstre. » La confrontation publique qu'il désirait s'était pleinement matérialisée, toute la partie avant de la salle de bal regardait maintenant la famille Moore s'effondrer,
le chef de cabinet se leva d'une table voisine, le front plissé d'alarme. Des donateurs fortunés chuchotaient derrière leurs mains, le spectacle était absolu mais la dynamique était complètement inversée, ils avaient l'intention de me coincer en utilisant le cadre public comme levier, au lieu de cela, j'utilisais le cadre public comme un projecteur, je restais assise. Calme et entièrement en contrôle tandis qu'ils hurlaient et menaçaient comme des animaux sauvages piégés dans une cage de verre, du personnel de sécurité portant des costumes sombres et des oreillettes commença à se diriger rapidement vers notre table. Ils s'approchèrent sous 3 angles différents, coupant les voies d'évasion. Richard les vit arriver, il réalisa qu'il était à quelques secondes d'être retiré de force, le désespoir l'emporta sur son bon sens, il tendit la main, tentant de saisir mon poignet pour me tirer de la chaise. Je retirai mon bras en douceur, évitant sa prise, le mouvement fut fluide et complètement imperturbable, tante Valérie se leva, elle ne cria pas, elle se plaça simplement entre Richard et ma chaise, touche-la encore, Richard, dit Valérie, sa voix vibrant d'une fureur tranquille terrifiante. Et je m'assurerai que tu seras arrêté pour agression avant même d'atteindre le hall. Richard se figea, il regarda sa sœur aînée, la seule personne de sa vie qu'il n'avait jamais réussi à manipuler, il regarda les gardes de sécurité qui approchaient. Il regarda les centaines d'yeux silencieux et jugeurs qui le regardaient depuis les tables environnantes, il était piégé au centre de la salle de bal, complètement exposé, Harper continua de gémir, son visage enfoui dans l'épaule de Diane. Elle croyait toujours que l'acte de victime pouvait sauver l'opération, elle croyait que le public la plaindrait et se tournerait contre moi, elle ne réalisait pas que la véritable exécution était sur le point de commencer. La confrontation avait réussi à franchir le périmètre mais la véritable arme était toujours posée tranquillement à l'intérieur de ma pochette en velours, la manipulation émotionnelle avait échoué, il était temps de déployer les preuves. La grande salle de bal existait dans un état d'animation suspendu, le tintement des couverts avait complètement cessé, le murmure discret du réseautage de la haute société fut remplacé par le silence tendu et électrique d'un public captivé. Tout le monde dans un rayon de 15 mètres regardait la famille Moore s'autodétruire, Harper, réalisant que la tactique d'intimidation initiale avait échoué, redoubla d'efforts dans sa performance, elle rejeta la tête en arrière, laissant échapper un sanglot guttural et théâtral. « Pourquoi nous faites-vous ça, Naomi ?» gémit Harper, sa voix était conçue pour percer le bruit ambiant, traversant la pièce comme une sirène. « Vous savez que je suis malade, vous avez volé l'argent de mes traitements, comment pouvez-vous rester assise dans cette belle robe alors que je suis littéralement en train de mourir ?» Diane planait au-dessus d'elle, lui caressant les cheveux. « Regardez-la » cria Diane, tournant son visage strié de larmes vers le docteur Thorne, « regardez ce que ma fille aînée fait à sa sœur, elle a perdu la tête, elle a pris nos économies et nous a abandonnés. » Richard frappa son poing contre le dossier de ma chaise vide, il croyait que le volume de leurs accusations me forcerait à me rendre, il croyait que je ferais n'importe quoi pour sauver mon image professionnelle devant l'administration de l'hôpital. « Fais le chèque, Naomi » exigea-t-il. Sa voix un grognement bas et vibrant, « Fais le chèque tout de suite et nous partirons tranquillement » Je regardais Richard, je regardais Diane, je regardais Harper qui jetait un coup d'œil derrière ses mains, vérifiant le public pour évaluer l'efficacité de sa performance. Il voulait un spectacle public, il voulait utiliser ma réputation pour extorquer une conformité financière, ils avaient apporté une production théâtrale dans une pièce remplie de scientifiques, je me levai, mon mouvement était délibéré et sans hâte. Le tissu bleu nuit de ma robe se posa autour de moi, je n'avais pas l'air en colère, je n'avais pas l'air effrayé, j'avais exactement l'air d'une infirmière praticienne en chef se préparant à livrer un diagnostic critique, je plongeai dans ma pochette en velours, posée sur la table. Mes doigts effleurèrent mon rouge à lèvres et se refermèrent sur les documents pliés que j'avais préparés, je les sortis et les plaçai directement au centre de la nappe en lin, parfaitement positionnée entre le verre d'eau du docteur Thorne et le centre de table florale, soyons précis. Déclarai-je, ma voix n'était pas un cri, c'était une projection claire et résonnante qui portait sans effort à travers les tables silencieuses. En médecine, nous nous basons sur les données, examinons les données, je dépliai le épais tableur manille, lissant les plis. Je n'ai pas volé l'argent de vos traitements, Harper, dis-je en la regardant directement, je l'ai payé, en fait, j'ai tout payé, je tournai mon regard vers Richard, son visage s'était figé, ses yeux allant vers les documents sur la table, pendant 72 mois consécutifs. J'ai payé le prêt hypothécaire principal de votre maison dans le comté de Johnson, annonçai-je, 2800 $ par mois, cela représente 201 600 $, j'ai payé la prime d'assurance maladie familiale premium, 940 $ par mois, cela représente 67 680 $. J'ai payé la location du Range Rover blanc de Harper, 650 $ par mois, un soupir collectif se répandit dans les tables adjacentes, les chiffres étaient stupéfiants et indéniables.
Les donateurs fortunés qui chuchotaient un jugement il y a un instant regardaient maintenant Richard avec un profond dégoût. Je vivais dans votre sous-sol non aménagé, continuai-je, ma voix tranchant l'air lourd. J'ai travaillé des quarts de nuit de 14 heures à l'unité de soins intensifs néonatales pour m'assurer que la banque ne saisisse pas votre propriété, j'ai subventionné toute votre existence jusqu'à il y a exactement 10 jours, le visage de Richard prit une teinte violette marbrée. Les veines de son cou tendu contre son col de smoking, baisse la voix, siffla-t-il, se penchant en avant, ses mains tremblantes, tais-toi, Naomi, tu es en train de tout ruiner, vous vouliez un public, Richard, répondis-je, le détachement clinique ne faiblissant jamais. Vous avez orchestré cette embuscade, vous avez contourné la sécurité pour me coincer devant mes mentors, c'est la scène que vous avez construite, maintenant vous devez y tenir, je tapotai le deuxième document sur la table, la lettre légale filigranée rédigée par Marcus Vance. Vous avez affirmé que je vous avais volé, dis-je en m'adressant à Diane qui fixait le tableur avec horreur, mais la seule action en justice en cours est la contre-poursuite que je prépare contre Harper pour extorsion frauduleuse. Elle a falsifié une lettre de cessation et d'abstention tentant de me forcer à rétablir les prélèvements automatiques, c'était une manœuvre criminelle pathétique, Diane regarda Harper, l'acte de victime fragile se dissolvait rapidement, les yeux de Harper étaient grands et paniqués. Elle réalisa que le récit lui avait complètement échappé, je ne suis pas une banque, déclarai-je, mon regard balayant les trois d'entre eux, je suis une fille que vous avez exploitée et vous n'êtes pas ruiné parce que je suis parti. Vous êtes ruiné parce que vous avez choisi un mensonge plutôt que la réalité, vous m'avez mise à la porte dans la neige parce que vous avez affirmé que ma présence déclenchait la maladie auto-immune de Harper, vous avez expulsé votre principale source de revenus pour apaiser une escroqueuse. La salle de bal était absolument paralysée, le chef de cabinet se tenait près de la scène, observant la confrontation avec une intense minutie professionnelle, du personnel de sécurité avançait à travers les tables mais personne n'intervenait, l'exécution était trop précise. Trop dévastatrice pour être interrompue, Richard trébucha en arrière d'un pas, l'arrogance qui avait défini toute sa vie se fracturait, il regarda les visages des donateurs et des médecins qui l'entouraient, il ne vit aucune pitié, il ne vit que du mépris, sa réputation. La façade du patriarche de banlieue à succès était vaporisée en moins de 3 minutes, nous pouvons arranger ça, bégaya Richard, sa voix perdant son ton menaçant, Naomi, s'il te plaît, nous pouvons en parler en privé, nous pouvons rentrer à la maison, je n'ai pas de maison avec vous. Répondis-je froidement, j'ai rendu ma clé, Harper, sentant l'effondrement total de l'autorité de ses parents, réalisa qu'elle était entièrement exposée, le bouclier financier avait disparu, le bouclier social était détruit, elle essaya de revenir à sa seule arme restante, tu mens, cria-t-elle. Sa voix désespérée et perçante, tu inventes tout ça pour cacher la terrible personne que tu es, maman, dis-leur qu'elle ment, dis-leur que je suis malade, Diane ouvrit la bouche mais aucun mot n'en sortit, le tableur posé sur la table était irréfutable, la réalisation de ce qu'ils avaient fait. De ce qu'ils avaient sacrifié pour la performance de Harper, pénétrait enfin son déni, je regardais ma sœur cadette, l'enfant prodige qui avait armé la maladie pour éviter les responsabilités, la manipulatrice qui avait orchestré mon expulsion. L'humiliation publique était complète mais l'objectif stratégique n'était pas encore atteint, démanteler leur réputation n'était que le prologue, la véritable dévastation exigeait d'exposer le mécanisme de sa fraude, je pris le troisième document de ma pochette. C'était le registre public notarié que j'avais imprimé plus tôt cette semaine, le papier semblait lourd de finalité, la pièce retint son souffle collectif, attendant la prochaine frappe, je tournai toute mon attention vers Harper. Préparant le coup fatal qui non seulement l'embarrasserait mais l'anéantirait légalement et financièrement, je gardai ma main légèrement posée sur le registre de propriété notarié, le papier épais se sentait comme une encre physique dans la tempête montante, Harper me fixait. Sa poitrine se soulevant de son hyperventilation théâtrale mais ses yeux étaient vifs, elle calculait, elle croyait toujours pouvoir rediriger le récit, elle croyait que Diane et Richard choisiraient ses larmes fictives plutôt que ma réalité documentée, maman, fais-la arrêter. Supplia Harper en saisissant le poignet de Diane, elle essaie juste de vous embrouiller parce qu'elle sait qu'elle est coupable, Diane tapota automatiquement la main de Harper, un réflexe profondément enraciné, Naomi, ça suffit, dit Diane, sa voix faible et défensive, tu as fait ton point. Tu en veux à ta sœur, nous comprenons, rentrons à la maison, vous n'avez pas de maison où retourner, Diane, déclarai-je, ma voix parfaitement calme, la déclaration resta en l'air, froide et absolue, Richard cessa de tendre la main vers mon bras, il fronça les sourcils. Son visage tendu de confusion, de quoi parles-tu? Exigea-t-il, nous avons manqué un paiement hypothécaire, il y aura des frais de retard, nous ne perdons pas la maison, je regardai Richard, évaluant la profondeur de son ignorance, pendant 6 ans, j'avais supposé qu'il était simplement arrogant et exploiteur.
Je réalisais à cet instant précis qu'il était aussi profondément inconscient, il avait complètement abandonné la surveillance financière de sa propre vie à une fille qui traitait ses biens comme un fonds secret non surveillé. Je n'ai pas cessé de payer l'hypothèque pour vous punir de m'avoir mise à la porte, expliquai-je en douceur, j'ai cessé de payer parce que la maison est déjà partie, vous ne le savez pas encore, Richard ricana, un son de pure bravade défensive, ne sois pas dramatique, Naomi. Je pris le document notarié, je ne l'agitai pas, je le tins de manière à ce que les membres du conseil d'administration de l'hôpital assis à ma table puissent clairement voir le sceau officiel du comté estampillé dans le coin. Demandez à Harper comment elle a acheté un camion de luxe de 60 000 $ pour son petit ami au chômage le mois dernier, instruisis-je, gardant mon regard fixé sur Richard. Demandez-lui comment une femme de 28 ans avec 0 revenu vérifiable et 0 historique de crédit a obtenu un financement pour un véhicule robuste. Richard regarda Harper, la confusion initiale dans ses yeux commença à se transformer en une suspicion sombre et montante. Le visage de Harper se vida de toutes couleurs, les sanglots théâtraux cessèrent instantanément, sa mâchoire se serra, elle n'a pas acheté de camion, dit Richard lentement, testant les mots, elle a été trop malade pour quitter sa chambre pendant des semaines, elle n'était pas dans sa chambre. Corrigez-je, elle était chez le concessionnaire pour signer le titre de propriété et elle n'a pas obtenu de financement, Richard, elle a payé en espèces, Diane laissa échapper un rire nerveux et aigu, en espèces ? Répéta Diane, c'est ridicule, où aurait-elle trouvé 60 000 $ en espèces ? Je fis glisser le registre de propriété notarié sur la nappe en lin, l'arrêtant précisément devant Richard, de votre maison, déclarai-je, Richard fixa le papier, il ne le toucha pas immédiatement, il le regarda comme si c'était un serpent venimeux enroulé sur la table. Il finit par tendre la main, tremblante légèrement, et tira le document plus près, Harper vous a manipulé pour co-signer légalement une ligne de crédit de 100 000 $ sur la valeur nette de la maison, expliquai-je, la chronologie clinique. Elle a affirmé que les fonds étaient nécessaires pour garantir son admission dans une clinique holistique exclusive en Suisse, elle vous a dit que le traitement guérirait enfin sa maladie auto-immune chronique, elle a sangloté, elle a supplié et vous avez signé les papiers. Richard lisait le texte juridique dense, ses yeux parcouraient rapidement la page, suivant les dates et les chiffres, mais elle n'a jamais eu l'intention de voyager en Suisse, continuai-je, m'assurant que ma voix portait à travers la salle de bal silencieuse. Elle a détourné les fonds dès l'ouverture de la ligne de crédit, elle a acheté le camion de 60 000 $ pour son petit ami, elle a probablement déposé les 40 000 restants sur un compte privé, non, halta Diane, faisant un pas brusque en arrière de Harper, non. Nous avons signé ces papiers pour ses soins médicaux, elle nous a montré les brochures sont facilement imprimées, Diane, fis-je remarquer, la réalité est détaillée dans le registre du comté posé devant votre mari, la banque ne vous appelle pas pour le prêt hypothécaire principal. J'ai annulé le prêt hypothécaire principal, la délinquance est un problème administratif standard, la banque vous appelle parce que la ligne de crédit secondaire est entièrement utilisée, votre ratio dette revenu a déclenché un algorithme de défaut catastrophique, vous êtes en pleine saisie. Un halètement collectif résonna des tables environnantes, les philanthropes fortunés, les directeurs médicaux, les dirigeants civiques, tous comprenaient la finalité dévastatrice d'une ligne de crédit en défaut. Ils regardèrent le patriarche de la famille Moore comprendre sa propre ruine en temps réel, Richard trébucha physiquement en arrière, il heurta la chaise du chef de cabinet, manquant de renverser un verre de vin, il ne s'excusa pas, il fixa Harper. Les veines de son front battaient d'une intensité soudaine et terrifiante, est-ce vrai ? Demanda Richard, sa voix un râle bas et dangereux, Harper recula, elle regarda autour d'elle, cherchant une sortie, les portes de service par lesquelles ils avaient infiltré le gala semblaient incroyablement lointaines, les gardes de sécurité fermaient le périmètre. Les enfermant efficacement au centre de la salle de bal, papa, s'il te plaît, bégaya Harper, sa voix dépouillée de sa fragilité artificielle, je peux expliquer, c'était un investissement, il monte une entreprise de transport, nous allions te rembourser avec les bénéfices, je jure. Tu as falsifié l'autorisation de décaissement ? Rugit Richard, le son brisant le dernier lambeau de décorum social, tu as volé ma valeur nette pour acheter un camion à un musicien. Il allait te rembourser. Cria Harper en se repliant derrière Diane, Diane regarda sa plus jeune fille, pendant 28 ans, Diane avait excusé chaque mensonge, chaque manipulation, chaque caprice, elle avait permis la destruction de Harper, privilégiant son confort à ma survie, maintenant l'illusion était brisée. Diane voyait l'enfant prodige non pas comme une victime fragile mais comme l'architecte de leur faillite, tu as volé notre maison, chuchota Diane, sa voix creuse et fragile, nous avons mis Naomi dehors dans la neige pour te protéger et tu as volé notre maison. La réalisation frappa Diane avec une force dévastatrice,
Ils avaient expulsé leur seule bouée de sauvetage financière pour apaiser la personne même qui drainait activement leurs actifs, ils avaient remis les clés du royaume à une escroqueuse et exilé la seule fille qui maintenait les murs debout. L'effondrement psychologique fut absolu, Richard saisit la nappe en lin, la tirant légèrement en se stabilisant, les couverts s'entrechoquèrent contre la porcelaine, il me regarda, ses yeux écarquillés d'une compréhension soudaine et écrasante. Il vit le tableur détaillant les 180 000 $ que j'avais payés pour maintenir sa vie à flot, il vit la lettre juridique falsifiée, il vit la preuve notariée du vol de Harper, Naomi, chuchota Richard, l'arrogance avait complètement disparu, il avait l'air plus vieux, plus petit. Il avait l'air d'un homme debout dans les cendres de sa propre hubris. Naomi, s'il te plaît, nous ne savions pas, tu dois nous aider. Il tendit une main sur la table, ses doigts tremblants, je regardais sa main tendue, je me souvins de lui me tendant le rouleau de peinture dans le sous-sol. Me promettant une maison, je me souvins de lui bloquant le couloir, me disant que ma présence était un fardeau toxique, je me souvins du pêne claquant, le silence dans la salle de bal était absolu, des centaines de personnes attendaient ma réponse. Il s'attendait à ce que la fille dévouée hésite, il s'attendait à ce que le conditionnement social ancré de l'obligation familiale l'emporte sur la trahison, je n'hésitais pas, je regardais Richard droit dans les yeux, je vous ai aidé, déclarai-je, ma voix froide et finale. Je vous ai aidé pendant 6 années épuisantes, j'ai vécu dans un sous-sol, j'ai payé vos factures, j'ai subventionné votre illusion et vous m'avez traité de fardeau et m'avez jeté, je pris ma pochette en velours, faites face à vos conséquences, Richard. Je leur tournai le dos et me rassis sur ma chaise, j'ajustai ma serviette, la plaçant soigneusement sur mes genoux, je pris mon eau pétillante et pris une lente gorgée délibérée, l'exécution était complète mais le nettoyage nécessitait une intervention professionnelle. Le personnel de sécurité avait finalement franchi le cercle intérieur des tables, ils approchèrent Richard, Diane et Harper avec une précision tactique coordonnée, le temps de la confrontation émotionnelle était écoulé. La réalité légale de l'intrusion dans un événement corporatif privé était sur le point d'être appliquée, l'humiliation finale descendait rapidement sur la famille Moore, l'air de la salle de bal était épais et immobile, je m'assis sur ma chaise. Observant le moment exact où l'illusion patriarcale se brisa, Richard abaissa lentement sa main tendue, il tourna la tête vers Harper, l'expression de son visage manquait de la bravade arrogante habituelle, elle était creuse. Il ressemblait à un homme qui venait de découvrir que les fondations de sa maison étaient entièrement faites de pourriture sèche. Pendant 28 ans, il avait protégé sa plus jeune fille de toutes les conséquences, il avait financé ses caprices. Il avait expulsé son enfant aîné pour assurer son confort, maintenant il fixait l'architecte de sa ruine financière, « Tu as falsifié ma signature », dit Richard, sa voix à peine audible au-dessus d'un murmure, mais elle portait un tranchant aigu et mortel, « Tu étais assise à ma table de cuisine. Affirmant que tu étais trop malade pour monter les escaliers et tu as falsifié une autorisation bancaire pour voler la valeur nette de ma maison. » Harper recula d'un pas, pressant son dos contre une chaise voisine, le donateur fortuné assis à cette table se pencha physiquement loin d'elle. Refusant d'offrir un sanctuaire, « Papa, tu dois comprendre, supplia-t-elle, sa voix se brisant, je n'avais pas le choix, j'ai tout fait dans cette maison, j'avais besoin d'établir ma marque, le camion était un investissement dans mon avenir. J'allais te rembourser dès que l'entreprise de transport générerait des revenus, tu as acheté un camion de luxe pour un musicien, siffla Richard, faisant un pas menaçant vers elle, les veines de ses tempes pulsaient d'une fureur sombre. Tu as hypothéqué le toit au-dessus de la tête de ta mère pour acheter un jouet pour un garçon qui ne paie même pas son propre loyer, les yeux de Harper balayèrent frénétiquement la pièce, le public n'offrait aucun salut, les gardes de sécurité formaient un cercle serré autour de notre table. Attendant le signal pour intervenir, reconnaissant qu'elle n'avait aucun allié, Harper recourut à son plus ancien mécanisme de défense, elle dévia la faute, elle me pointa un doigt tremblant, c'est sa faute. Cria Harper, Naomi m'a rendu désespéré, elle thésaurisait toujours son argent, agissant comme si elle était meilleure que nous parce qu'elle travaillait à l'hôpital, si elle m'avait juste donné les fonds dont j'avais besoin pour lancer ma carrière, je ne serais jamais allé à la banque. Elle m'a forcé à le faire, l'audace de l'accusation provoqua un faible murmure de révulsion de la part du chef de cabinet se tenant à proximité. Harper croyait sincèrement que mon refus de financer son style de vie justifiait qu'elle commette une fraude bancaire criminelle contre ses propres parents, c'était une narcissique typique acculée par ses propres actions, Diane laissa échapper un sanglot étouffé. Elle couvrit sa bouche des 2 mains, fixant Harper comme si elle regardait une étrangère, la dévotion maternelle qui avait aveuglé Diane pendant des décennies se brisa enfin, il n'y avait plus de maladies à soigner, il n'y avait plus de victimes fragiles à protéger. Il n'y avait qu'une escroqueuse froide et calculatrice, Richard n'engagea pas la pathétique déviation de Harper, la réalité de sa faillite imminente éclipsa sa rage paternelle, il tourna son attention vers moi,
la couleur avait disparu de son visage, laissant une pâleur grisâtre. Ses épaules s'affaissèrent, abandonnant la fausse posture d'un homme d'affaires prospère. Il était un homme qui se noyait, cherchant la seule bouée de sauvetage dans l'océan. « Naomi, dit-il, faisant un pas hésitant vers ma chaise. Il se concentra sur le tableur et les documents notariés toujours posés sur la nappe en lin. Il déglutit difficilement. La fierté qui avait dicté chacune de ses actions avait disparu. Il avait l'air plus vieux, il avait l'air brisé. « S'il te plaît, Naomi, chuchota Théil, ses yeux étaient grands. Rempli d'une terreur soudaine et écrasante, tu sais comment réparer les choses, tu sais toujours comment gérer les chiffres, nous vendrons le camion, nous porterons plainte contre elle si nous devons, juste aide-nous à naviguer dans cela, aide-nous à sauver la maison. Il me demandait de reprendre mon rôle de cheval de trait sacrificiel, il voulait que je retourne au sous-sol, que j'ouvre mon chéquier et que je nettoie le désordre catastrophique que son enfant prodige avait créé, il voulait que la dynamique confortable soit restaurée, je ne répondis pas. Je me contentais de maintenir mon regard, le tenant responsable dans le silence, avant même que je puisse formuler un rejet clinique. Tante Valérie s'avança. Valérie était restée silencieuse pendant les conséquences immédiates, regardant son frère traiter la profondeur de sa propre folie. Elle se déplaça avec la grâce calme et délibérée d'un bourreau s'avançant vers le billot, elle plongea dans son blazer sur mesure et en sortit une feuille de papier épais et officiel pliée. Elle ne donna pas le papier à Richard, elle le laissa tomber directement sur la table. Juste à côté de son verre de champagne à moitié vide, il atterrit avec un bruit sourd et définitif. Je jetai un coup d'œil au document, l'en-tête portait le logo noir-gras d'une institution de prêt national, le texte en dessous était indubitable, avis DE défaut ET intention DE saisir. Richard fixa le papier, sa mâchoire tomba. Vous avez reçu ça par la poste hier, déclara Valérie, sa voix rayonnant un pur froid arctique. Votre cousine Mélissa a récupéré votre courrier pendant que vous planifiez cette petite embuscade. Elle a reconnu l'adresse de retour et me l'a apporté directement. Vous avez 90 jours de retard sur la ligne de crédit secondaire, Richard, le délai de grâce a expiré la semaine dernière. Richard prit l'avis d'une main tremblante, ses yeux parcouraient le texte. Lisant le diagnostic terminal de sa vie de banlieue, vous n'êtes pas un commanditaire, Richard, déclara Valérie, son ton dépouillant son dernier lambeau de dignité, vous êtes un squatteur. Les mots résonnèrent dans la salle de bal silencieuse, le paiement ultime était arrivé. Le patriarche arrogant qui avait perturbé un événement caritatif de la haute société pour extorquer sa fille était officiellement exposé comme une fraude insolvable, le chef de cabinet fit un subtil signe au chef de la sécurité, le temps d'observation était terminé, le retrait tactique commença. 4 gardes robustes en costume sombre fermèrent le périmètre. Monsieur, il est temps de partir, commanda le garde principal, saisissant Richard fermement par le bras. Richard ne résista pas, l'avis de saisie s'envola de ses doigts tremblants. Atterrissant face contre terre sur le tapis à motifs, il avait l'air creux. Diane pleura ouvertement, son visage enfoui dans ses mains tandis qu'un deuxième garde la guidait loin de la table. Elle ne regarda pas Harper, elle ne me regarda pas, elle se rendit simplement à l'humiliation. Harper essaya de se battre, ne me touchez pas. Cria-t-elle en giflant le garde qui la tenait par le coude, je suis une invitée, j'ai des problèmes de santé. Le garde ignora sa protestation. Appliquant une prise de contention professionnelle, ils les firent marcher tous les trois à travers le labyrinthe de tables vers la sortie principale. Les donateurs fortunés et les professionnels de la santé estimés les regardèrent partir, n'offrant aucune sympathie, ils furent exhibés au centre du gala, une promenade de la honte très visible sous les brillants lustres en cristal, je regardais les grandes doubles portes se refermer derrière eux. Le poids oppressant qui avait pesé sur ma poitrine pendant si longues années disparut, la présence maligne avait été chirurgicalement excisée de ma vie. Je me tournai vers la table 4, le docteur Thorne me regardait, un léger sourire de profond respect jouant sur ses lèvres. Le quatuor à cordes reprit ses instruments et commença une pièce classique entraînante, les invités environnants reprirent lentement leur conversation, la tension se dissipant dans l'atmosphère élégante de la salle de bal, je me rassis sur ma chaise. Je pris ma serviette en lin et l'ajustai soigneusement sur mes genoux, je pris mon eau pétillante et pris une gorgée rafraîchissante. La confrontation fut une victoire décisive mais les ondes de choc étaient vouées à causer des dommages structurels. Les agresseurs furent exilés mais les personnes exilées deviennent désespérées, ils avaient perdu leur maison, leur réputation et leur principale source de financement, ils ne possédaient rien d'autre que des dettes et du ressentiment. Le spectacle public était terminé mais la dure réalité de leur nouvelle existence appauvrie ne faisait que commencer, la transition de l'hiver au début du printemps à Kansas City apporte un dégel fragile et imprévisible. La glace fond des façades en calcaire des bâtiments du centre-ville mais l'air conserve un froid résiduel piquant. 2 mois s'étaient écoulés depuis le gala pédiatrique, 2 mois depuis que j'avais placé le tableur financier et l'avis de saisie sur la nappe en lin.
Coupant efficacement la branche pourrie de l'arbre généalogique Moore, je me tenais près des fenêtres du sol au plafond de mon appartement, tenant une tasse de thé vert, regardant le trafic matinal naviguer dans les rues humides en contrebas, mon téléphone vibra contre le comptoir en quartz. L'écran afficha un nouveau SMS de tante Valérie, il contenait un court fichier vidéo, je déverrouillai l'appareil et appuyai sur Play, les images étaient tremblantes. Enregistré depuis le siège passager de la berline de Valérie garée discrètement en face de la maison de banlieue du comté de Johnson, la vidéo montrait l'aboutissement de la location automobile en défaut, une dépanneuse commerciale lourde tournée au ralenti dans l'allée. Ses lumières orange clignotant dans la lumière grise du matin, un agent de reprise de possession portant un gilet de haute visibilité fixait les cieux avant du Range Rover blanc immaculé de Harper, je regardais le levage hydraulique s'engager, soulevant le véhicule de luxe dans les airs. La porte d'entrée de la maison s'ouvrit en grand, Harper sortit en trombe, portant un pantalon de jogging et un sweat à capuche surdimensionné, l'esthétique d'influenceuse soignée avait entièrement disparu, elle cria au chauffeur de la dépanneuse, agitant frénétiquement les bras. Le chauffeur ne la reconnut même pas, il finalisa la connexion du treuil, monta dans la cabine et quitta l'allée, emportant le symbole de son droit, la vidéo se termina, Valérie avait ajouté une seule ligne de texte sous le fichier, les conséquences sont arrivées. Je posai le téléphone et pris une lente gorgée de mon thé, le Range Rover blanc était parti, le véhicule que j'avais subventionné avec d'innombrables quarts de nuit à l'unité néonatale. Le véhicule que Richard jugeait nécessaire pour les rendez-vous holistiques de sa fragile fille était maintenant la propriété d'une agence de recouvrement, le fusil de Tchekhov chargé d'un prélèvement automatique annulé avait finalement tiré. La reprise de possession n'était qu'un symptôme unique de l'effondrement systémique se produisant en banlieue, suite à l'humiliation publique au gala, les dominos financiers s'étaient effondrés avec une efficacité brutale, la banque n'offrit aucune indulgence. Le retard de 90 jours sur le prêt hypothécaire principal combiné à la ligne de crédit secondaire épuisée déclencha un processus de saisie accéléré, Richard et Diane furent légalement contraints de quitter les lieux dans les 30 jours. La maison où j'avais passé 6 ans à vivre dans un sous-sol non aménagé, finançant leur illusion, fut saisie, ils perdirent toute la valeur nette accumulée, ils perdirent leur code de crédit, ils perdirent la fondation physique de leur supériorité de banlieue. La dynamique familiale interne implosa de manière prévisible, face à la ruine absolue, les agresseurs s'unissent rarement, ils se retournent les uns contre les autres, Richard, privilégiant sa propre survie à sa dévotion paternelle, engagea un avocat spécialisé en faillite à bas prix. Il découvrit l'étendue totale de la manipulation de Harper concernant la ligne de crédit sur la valeur nette de la maison, la réalisation que son enfant prodige avait falsifié sa signature et détourné $100 000 pour acheter un camion à un musicien amateur brisa finalement son déni. Selon ma cousine Mélissa, Richard menaça de porter plainte pour fraude criminelle contre Harper dans une tentative désespérée d'atténuer sa propre responsabilité financière, la menace déchira la maison, Diane défendit farouchement Harper. Blâmant l'échec de l'entreprise de Richard pour leur vulnérabilité initiale, les disputes résonnèrent dans les pièces vides jusqu'à ce que les adjoints du shérif arrivent pour faire appliquer l'avis d'expulsion, mon téléphone vibra de nouveau, interrompant ma réflexion, c'était un numéro restreint. Je le laissai sonner jusqu'à ce que le système de messagerie vocale automatique s'active, une icône de notification apparut à l'écran, indiquant un nouveau message enregistré, j'appuyai sur l'icône et portai le haut-parleur à mon oreille. J'écoutais avec le détachement clinique d'une scientifique observant une expérience atteignant sa conclusion inévitable, Naomi, la voix appartenait à Diane, elle semblait fragile, épuisée, complètement vidée de l'indignation hautaine qu'elle utilisait auparavant. Nous avons dû quitter la maison hier, ton père et moi sommes dans un motel économique près de l'autoroute, nous n'avons nulle part ailleurs où aller, elle fit une pause, prenant une respiration haletante et tremblante, je suis tellement désolé, Naomi, sanglota-t-elle. Je suis tellement désolé de ne pas t'avoir écouté, nous aurions dû te croire à propos de l'argent, Harper est chez une amie, nous ne lui parlons plus, nous sommes toutes seules, s'il te plaît, ma chérie, nous savons que tu as un appartement de 2 chambres. Nous avons juste besoin d'un endroit où rester quelques semaines jusqu'à ce que nous puissions trouver quelque chose, s'il te plaît, rappelle-moi, je laissai le message se terminer, le silence revenant dans mon appartement semblait profond, si vous avez déjà échappé à un environnement toxique. Vous comprenez le danger inhérent à ce moment précis, lorsque les agresseurs touchent le fond, ils reviennent inévitablement vers l'autre qu'ils ont rejeté, ils arrivent avec des larmes et de la contrition, ils offrent les excuses que vous avez passé des années à désirer. Des excuses nées du désespoir ne sont pas des excuses, c'est une stratégie, Diane ne s'excusait pas parce qu'elle avait soudainement connu un éveil moral concernant ma valeur intrinsèque en tant que sa fille. Elle s'excusait parce qu'elle vivait dans un motel bon marché et se souvenait que je possédais une chambre d'amis, elle armait sa vulnérabilité, tentant de déclencher mon empathie ancrée pour obtenir un logement gratuit.
Elle voulait que je les sauve des conséquences qu'ils avaient activement cultivées. Le pardon est souvent mal compris comme un mandat de réconciliation, ce n'en est pas un. Le pardon signifie laisser partir la colère qui consume votre propre énergie. Cela signifie accepter la réalité de qui ils sont et relâcher l'attente qu'ils changeront un jour. Cela ne signifie pas leur accorder l'accès à votre vie. Vous pouvez pardonner à un prédateur d'agir comme un prédateur tout en refusant simultanément de déverrouiller votre porte d'entrée. Je balayais vers la gauche sur l'interface de la messagerie vocale et appuyais sur supprimer. Le fichier audio disparut définitivement. Je ne tapais pas de réponse. Je n'envoyais pas de SMS de rejet soigneusement formulés. Je maintenais la limite absolue et inébranlable du silence total. L'accès était révoqué de manière permanente. Les retombées sociales s'étendirent bien au-delà de la famille nucléaire immédiate. La campagne de diffamation que Harper avait initiée sur Facebook se retourna contre elle avec une précision dévastatrice, suite aux événements du gala. Les proches éloignés qui m'avaient rapidement jugé, qui m'avaient envoyé des messages textes venimeux exigeant que je finance les traitements holistiques de Harper, eurent une prise de conscience collective. Tante Carole, la femme qui m'avait accusé de souffrir d'une dépression mentale, appela mon appartement 3 fois, je ne répondis pas, elle laissa de longs messages vocaux détaillant son choc face à la fraude de Harper, elle affirma qu'elle avait été manipulée et implora ma compréhension. Cousin Marc, l'homme qui m'avait traité de psychopathe, supprima discrètement ses commentaires sur les réseaux sociaux et envoya un SMS timide proposant de m'offrir un café pour dissiper le malaise. Je les ignorais tous, leur clarté soudaine n'effaçait pas leur complicité initiale. Ils étaient désireux de me condamner lorsqu'ils croyaient que j'étais une cible vulnérable, leurs excuses ultérieures n'étaient que des tentatives de s'aligner sur le camp gagnant. Je n'avais aucun intérêt à maintenir des relations avec des personnes dont la loyauté exigeait des preuves médico-légales. La famille élargie ostracisa Richard et Diane entièrement, personne ne leur offrit une chambre d'amis, personne ne leur offrit un pré-relais. Le patriarche et la matriarche de la famille Moore qui jugeaient autrefois leur père depuis le confort d'un domaine subventionné du comté de Johnson étaient maintenant entièrement isolés. Le silence qu'ils utilisaient autrefois comme une arme contre moi était maintenant leur environnement permanent. Je m'éloignais de la fenêtre et me dirigeais vers ma chambre pour me préparer pour mon quart de l'après-midi à l'hôpital. Mon uniforme était soigneusement suspendu dans le placard. Impeccable et prêt, le badge accroché à la poche affichait clairement mes qualifications, infirmière praticienne en chef. L'exécution financière et sociale était complète mais une variable non résolue restait dans l'équation. Richard et Diane étaient bannis dans un motel économique. Le Range Rover blanc fut repris. La maison fut saisie par la banque, les parents subissaient le poids total de leur complicité, mais Harper, l'architecte de toute la catastrophe, croyait toujours pouvoir déjouer les conséquences. Tante Valérie mentionna que Harper était chez une amie. Elle tentait probablement d'assurer un nouvel hôte, un nouveau bienfaiteur pour financer son style de vie soigné. Elle supposait que son esthétique d'influenceuse et sa fragilité fabriquée la protégeraient d'une véritable responsabilisation. Elle ne réalisait pas que la machinerie légale qu'elle avait activée en falsifiant ses documents bancaires opérait lentement mais impitoyablement. Le jugement final approchait et il n'aurait pas lieu dans un hall d'hôpital ou une salle de bal caritative. Il aurait lieu dans un cadre beaucoup plus impitoyable. Le skyline de Kansas City est magnifique. Tôt le matin, je me tenais sur le balcon de mon appartement au 14e étage, tenant une tasse en céramique chaude de thé vert à 2 mains. Le soleil perçait l'horizon, projetant une lumière dorée brillante sur les façades en verre des gratte-ciel du centre-ville. En dessous de moi, la ville se réveillait sur un rythme de compétence et de détermination. C'était un contraste frappant avec le chaos fabriqué que j'avais laissé derrière moi en banlieue. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'expulsion, 6 mois depuis que le peine avait claqué, scellant mon destin et me délivrant simultanément ma liberté. La transition ne fut pas sans heurts. Rompre une dynamique familiale maligne exige d'endurer un sevrage émotionnel important mais la paix que j'ai trouvée de l'autre côté était absolue. Ma carrière au Kansas City Medical Center a prospéré sans le poids écrasant d'une deuxième hypothèque et l'anxiété constante de crises financières imminentes. Ma concentration s'est aiguisée. Le docteur Thorne m'a recommandé pour un programme de bourse prestigieux spécialisé dans les protocoles de détresse respiratoire néonatale. J'étais respecté par mes pairs, digne de confiance pour mes patients et entièrement sécurisé financièrement. L'argent que je saignais auparavant pour maintenir l'illusion de la famille Moore s'accumulait maintenant dans mes propres comptes d'investissement. La justice poétique qui s'est déroulée à la suite du gala pédiatrique était presque trop parfaite pour nécessiter une intervention humaine. Le karma opère efficacement quand on retire simplement le filet de sécurité. Tante Valérie me rendit visite pour un brunch dominical. Elle préférait une boulangerie artisanale près de mon appartement où le café était fort et les pâtisseries impeccables. Nous étions assises à une petite table en fer près de la fenêtre, nous rattrapant sur les derniers chapitres de l'effondrement du comté de Johnson. Tu apprécieras l'ironie de ceci, Naomi, déclara Valérie en coupant un croissant.
Elle possédait une capacité terrifiante à délivrer des nouvelles dévastatrices avec un calme aristocratique absolu. J'écoute, répondis-je en sirotant mon café, le petit ami musicien de Harper, celui qui a reçu le camion de 60 000 $, l'a complètement abandonné, révéla Valérie. Dès l'arrivée des agents de reprise de possession et que l'étendue de la fraude bancaire est devenue publique, il a réalisé que la poule aux œufs d'or était définitivement cuite, il a emballé ses guitares acoustiques dans une berline empruntée et a déménagé à Nashville. Il n'a pas laissé d'adresse de réexpédition, il l'a laissé avec la dette, j'observais les mécanismes de l'escroquerie se défaire complètement, il l'a laissé avec tout, corrigea Valérie, le défaut de la ligne de crédit sur la valeur nette de la maison a déclenché une enquête criminelle. Lorsque Richard a menacé de porter plainte pour se sauver de la faillite, les autorités ont examiné les autorisations de signature, Harper a fait face à de véritables accusations de crime pour fraude bancaire, je posais ma tasse, les enjeux avaient dépassé de loin le drame familial. Est-ce qu'elle est allée en prison? Demandai-je, non, répondit Valérie, son ton indiquant qu'elle trouvait l'alternative beaucoup plus satisfaisante, elle a évité l'incarcération grâce à un accord de plaidoyer complexe, elle est tenue de payer une restitution financière complète à l'institution de prêt. Elle est également tenue de maintenir un emploi vérifiable à temps plein, si elle démissionne ou est licenciée, l'accord de plaidoyer est révoqué et elle purge sa peine, le concept de Harper occupant un emploi à temps plein était un saut cognitif que j'avais du mal à traiter. La femme qui affirmait ne pas pouvoir monter un escalier sans subir une crise auto-immune était maintenant légalement contrainte de rejoindre la population active, où travaille-t-elle? Demandai-je, une curiosité authentique traversant mon détachement clinique, Valérie sourit, une rare expression authentique de pure et absolue justice, elle travaille à la réception de la Community Health Clinic du côté annonça Valérie, 40 heures par semaine. Elle gère les formulaires d'admission, vérifie les demandes d'assurance et coordonne la salle d'attente, je fixai Valérie, traitant l'ampleur de la rétribution cosmique, l'enfant prodige. L'aspirante influenceuse lifestyle qui affirmait que ma simple présence était un fardeau toxique était maintenant enchaînée à un bureau en linoléum dans un établissement médical à faible revenu, elle passe toute sa journée à enregistrer les patients et à apporter du café au personnel clinique. Continua Valérie, son sourire s'élargissant légèrement, elle répond directement aux infirmières praticiennes en chef, des femmes exactement comme vous, la symétrie de la conséquence était époustouflante, Harper a passé toute sa vie d'adulte à éviter les responsabilités. Affirmant qu'elle était trop fragile pour les dures réalités du monde, elle a armé la maladie pour extorquer mes revenus, s'assurant que je travaillais des quarts de nuit épuisants pour financer son luxe. Maintenant l'univers avait décrété qu'elle devait effectuer le travail administratif exact requis pour soutenir les professionnels de mon domaine exact, elle était subordonnée de manière permanente à la carrière même qu'elle avait précédemment raillée, je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas ressenti l'envie de me rendre à la clinique de l'East Side pour assister à son humiliation, la satisfaction que je ressentais était entièrement interne, c'était la satisfaction d'un mathématicien vérifiant une équation parfaitement équilibrée. Je n'ai pas cherché à me venger de ma famille, je n'ai pas orchestré une contre-attaque malveillante, j'ai simplement cessé de payer le tribut nécessaire pour maintenir leur réalité fictive, j'ai livré la vérité objective, j'ai placé les preuves sur la table et je me suis complètement retiré. Ils se sont détruits en utilisant les mensonges mêmes qu'ils ont construits pour m'exploiter, alors que je me tenais sur mon balcon, regardant la ville en contrebas, je réfléchissais à la nature fondamentale des limites. On nous conditionne dès la naissance à croire que le sang est un contrat inaliénable, on nous enseigne que la loyauté familiale exige un sacrifice infini et que poser des limites est synonyme de trahison, ce n'est pas le cas, le sang n'est qu'une introduction biologique. Il dicte comment vous rencontrez quelqu'un mais il ne dicte pas comment ils sont autorisés à vous traiter, ce qu'une personne fait après cette introduction initiale détermine si elle gagne le droit de rester dans votre vie, le respect. La réciprocité et la décence humaine fondamentale sont les contrats réels qui nous lient, lorsque ces contrats sont violés de manière répétée et malveillante, la relation est nulle. Richard, Diane et Harper croyaient que ma loyauté était une ressource permanente et renouvelable. Ils croyaient pouvoir extorquer mes revenus, rejeter ma valeur et exiger mon obéissance indéfiniment, ils avaient tort, le compte bancaire est fermé, les numéros de téléphone sont bloqués, la chambre d'amis de mon appartement reste vide. Réservé exclusivement aux invités qui ajoutent de la valeur à mon existence.